Bah, je vous propose qu'on démarre. Bon, bah, on est à 10h18. On verra si on peut rattraper le retard ou sinon peut-être déborder un petit peu en fonction des disponibilités des uns et des autres. Bah, déjà, merci beaucoup aux intervenants, intervenantes, aux participants, participantes. Comme je disais, énormément d'inscrits à ce webinaire. Donc, nous, on est très heureux en tout cas de pouvoir l'organiser. Donc, santé mentale et IAE. Donc, comme vient de l'évoquer Charline, donc déjà, moi, je me présente, puis on fera un tour de table juste après. Donc, Colline Derefard, moi, je suis chargée de mission emploi IAE à la Fédération des acteurs de la solidarité au niveau de l'équipe nationale. Donc, peut-être je vous introduis un petit peu le contexte de ce webinaire et puis on fera un tour d'écran avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, effectivement, on a depuis maintenant plus d'un an un cycle de webinaires sur la thématique de la santé mentale et du coup, avec à chaque fois adapté à un type de public ou de structure. Donc, il y avait notamment santé mentale et les jeunes, santé mentale et migrants, en tout cas personnes avec des parcours migratoires. Et du coup, là, cette année, santé mentale IAE. Euh, et du coup, voilà, c'est un cycle donc, à vocation aussi à perdurer avec d'autres thématiques, puisqu'effectivement, c'est la santé mentale. Jean-Marc, quand il nous rejoindra, et des collègues en parleront mieux que moi, vous aurez compris, moi, je suis plus côté IAE. Mais en tout cas, et voilà, un sujet, une thématique extrêmement importante, puisque rencontrée par les personnes accompagnées dans l'ensemble du réseau, mais pas que ce soit dans les structures voilà, d'accueil, d'hébergement, d'insertion par l'activité économique ou autre voilà, des personnes qui rencontrent voilà, on verra d'ailleurs au niveau vocabulaire, troubles psychiques ou en tout cas difficultés, problématiques de santé mentale et des professionnels et des structures qui sont amenés du coup à accompagner ces personnes en interne ou en relais sur les différents territoires. Donc voilà, un sujet effectivement sur le côté IAE, un sujet très préoccupant. Alors c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de structures d'insertion par l'activité économique qui sont inscrites aujourd'hui, où effectivement c'est quelque chose qui revient particulièrement ces dernières années, mais depuis quand même un moment. La question voilà, d'avoir de plus en plus, en tout cas d'être de plus en plus confronté à des salariés en parcours d'insertion ou candidats, en tout cas dans personnes accompagnées, avec du coup des problématiques de santé psy, de santé mentale, et du coup un vrai sujet, un vrai enjeu de pouvoir repérer accompagner ces personnes, les orienter ou mettre en place en interne aussi des modalités d'accompagnement. En tout cas, un sujet qui est vraiment prégnant. Si on reprend, même pour dire, même il y a quelques années, enfin, le rapport de la Cour des comptes sur l'insertion par l'activité économique en 2018 faisait état qu'il y avait plus de 20% de salariés, enfin de personnes qui avaient eu un parcours d'insertion qui évoquaient un problème de santé pour pouvoir accéder à un emploi et que c'était encore plus prégnant dans les ateliers chantiers d'insertion. Donc, on fera aussi un focus sur les ACI et aussi un bon tiers des personnes, plus de 30%, qui estiment que le passage en structure d'insertion par l'activité économique a amélioré aussi l'état de santé. Donc, c'est assez intéressant. Il y a eu aussi, et ça, on pourra vous transmettre les éléments, une enquête qui avait été réalisée au niveau de la région Pays de la Loire en partenariat avec la Fédération des acteurs de la solidarité Pays de la Loire et l'Agence régionale de la santé qui faisait état notamment voilà, de difficultés d'accès aux soins, donc plutôt voilà, aussi externes, mais qui du coup pesaient particulièrement sur l'accompagnement en interne en structure et du coup forcément nécessiter davantage de temps passé autour de l'accompagnement et des questions de santé et en particulier les questions de santé mentale avec des difficultés, on y reviendra tout à l'heure, souvent de trouver des interlocuteurs aussi dédiés sur les territoires, dans l'écosystème. Voilà, et c'est un enjeu fort parce que voilà, c'est l'accompagnement qui peut être fait en structure, mais évidemment cet enjeu de relais d'accès aux droits communs et de travail en partenariat. Et on sait voilà, que c'est souvent complexe, mais voilà, il y a des limites, mais il y a aussi des leviers, il y a aussi des facilités à mettre en place pour pouvoir mieux travailler avec les acteurs du territoire. En tout cas, ce qui est ressorti et ce qui en tout cas fait qu'on fait aussi, qu'on s'empare de ce sujet et qu'on fait ce webinaire, c'est des besoins forts côté IAE, puisque là, on est vraiment sur le sujet santé mentale IAE, de pouvoir, voilà, je parlais de construire, entretenir un réseau partenarial sur ces questions
d'accès aux soins et d'accès aux soins en santé mentale, mais surtout au niveau aussi des professionnels, de pouvoir être sensibilisés, de pouvoir être formés pour justement mieux aborder ce sujet qui en plus, on y reviendra avec des témoignages, ce sera beaucoup plus parlant, mais pas évident non plus d'aborder cette thématique-là, voilà un peu de quoi on parle, et puis évidemment comment on repère, comment on accompagne, comment on oriente. Donc un gros enjeu, une grosse demande, en tout cas nous côté structure d'insertion par l'activité économique au sein du réseau et pas que. D'ailleurs, je rappelle, ce webinaire est ouvert à tous les acteurs hein, intéressés par ces questions-là. En tout cas, voilà, un vrai besoin d'être sensibilisé, d'où le fait, donc les objectifs en tout cas de ce webinaire ce matin répondent à la fois voilà, à poser un peu le sujet de quoi on parle, de repérer un peu ensemble les différents éléments et puis de pouvoir voilà, apporter au moins des premières briques de repérage et avec évidemment plein d'informations, vous verrez. Et c'est tout l'intérêt de nos intervenants, intervenantes que je remercie encore de pouvoir amener aussi du concret sur voilà, des choses qu'on peut mettre en place, qui existent justement en termes de modalités d'organisation interne, de formation ou autres, de partenariat. L'idée que vous puissiez vraiment ressortir, hein, c'est de s'outiller par rapport à ça. Et comme je le disais, là, donc, il y a ce cycle de webinaire et la question santé IAE, nous, on est amené à continuer à travailler beaucoup dessus. On continuera l'année prochaine. Donc, pour nous, voilà, côté IAE, en tout cas, c'est vraiment une première, on va dire, voilà, brique, ce webinaire, mais on compte bien aller plus loin. Donc, on capitalisera tous les éléments là, qui pourront être échangés et qu'on pourra rediffuser et continuer à travailler, que ce soit au niveau de la phase nationale et en région. Parce que aussi, pour rappeler rapidement, hein, la fédération, il y a 13 fédérations régionales. Donc, surtout, n'hésitez pas, qui sont sur les régions administratives et qui développent aussi beaucoup d'actions, soit de rencontres ou autres. Peut-être après sur l'aspect très pratico-pratique, avant de présenter les intervenants, intervenantes et collègues. Donc, le webinaire est enregistré. Du coup, il y aura un replay disponible. On diffusera sur notre site internet. Vous pouvez poser vos questions, intervenir via le chat. On est dans un système là uniquement pour les participants à l'écrit. On fera en sorte, vous verrez, après chaque intervention, de prendre un temps d'échange. Donc, on prendra au fil de l'eau s'il y a des questions vraiment par rapport à la présentation qui vient d'être faite. Et puis, un temps plus global à la fin de l'ensemble des interventions pour pouvoir voilà, essayer de répondre au mieux. N'hésitez pas à la fois se mettre des questions, mais aussi du partage d'expérience. Voilà, on fera ce qu'on peut. Vous la comprenez, là, vous êtes 217 participants, participantes là. Donc, on essaiera de faire au mieux. Peut-être qu'on ne pourra pas répondre, à prendre toutes les questions, mais c'est tout l'intérêt aussi pour nous d'enregistrer le webinaire, de pouvoir reprendre derrière, retravailler sur les éléments qui ressortiront. Donc, n'hésitez pas en tout cas au fil de l'eau à intervenir donc, dans le chat. Et puis voilà, on fera au mieux pour pouvoir répondre. Et si ce n'est pas dans le cadre de ce webinaire, ce sera ultérieurement. Voilà, je vais passer, je me tais, je vais passer la parole pour qu'elle se présente, ma collègue Charline, et puis chaque intervenant, peut-être après rapidement, vous pourra vous présenter, qu'on vous identifie, et puis on pourra rentrer dans le vif du sujet. Donc, merci Colline. Donc, moi, je suis Charline Bargan. Je suis arrivée fin juillet à la Fédération des acteurs de la solidarité sur les sujets de la santé. Donc, on reprend le cycle de webinaire comme Colline a pu vous l'expliquer. Ce que Jean-Marc Antoine, qui va arriver d'ici peu, voulait vraiment aussi insister sur cette ouverture par rapport à la santé mentale et l'importance de la littératie en santé pour vraiment prendre en compte les déterminants de santé et de santé mentale dans l'accompagnement des personnes. Donc, sans m'apesantir, je vais proposer à Vanessa Bioué de se présenter et après de passer la parole. Hmm. Vanessa Bioui. Donc, je travaille à la DAPI en Loire-Atlantique. Et l'intitulé de mon poste, c'est coordinatrice plateforme territoriale de l'emploi accompagné. L'emploi accompagné, c'est un dispositif qui accompagne les personnes en situation de handicap, principalement psychique, vers et dans l'emploi. Voilà. Et puis, je vous présenterai l'action du PTSM en fin de matinée. Je propose à Orspere Samdara. Bonjour, donc Elodie Gilio-Picolet, je suis psychologue à North Person Dara et notamment formatrice dans la formation Prisme qu'on aura l'occasion d'évoquer tout à l'heure. Et Maïlis Goudal, du coup, je suis coordinatrice de projet à l'Orx Personne Lara et notamment du coup,
je suis coordinatrice du projet Prisme Précarité et Santé Mentale. Monsieur Kevin. Bonjour, je suis Sébastien Calit et je suis coordinateur sur le territoire de la métropole européenne de Lille, mais aussi sur le reste du département du Nord et du Pas-de-Calais, des programmes Convergence et Premières Heures en chantier, programmes à destination des ACI. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir permettre aux personnes les plus éloignées de l'emploi, pardon, mais aussi des droits fondamentaux, d'accéder à un CDDI de manière très adaptée et très sécurisée. En l'occurrence, les publics dont on parle, ce sont les personnes à la rue ou venant d'intégrer une structure d'hébergement. Voilà. Et ces programmes existent sur une dizaine de métropoles sur le territoire national. Merci. Et on a une action de santé mentale avec l'intervention d'une psychologue sur les différents chantiers. Merci. Et Monsieur Missionnet. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Édouard Missonnier, je suis le juriste de l'Interréseau IAE Hauts-de-France. Et si j'interviens aujourd'hui, c'est notamment parce que j'accompagne les structures des Hauts-de-France sur tous les aspects qui sont liés à l'amélioration de la prévention des risques, de la qualité de vie et des conditions de travail. Donc, notamment, on agit sur la prévention des risques psychosociaux et donc sur la santé mentale des structures, enfin voilà, des salariés en parcours, mais pas que, des salariés permanents aussi des structures d'insertion par l'activité économique. Merci pour cette présentation. Là, ça permet un peu de situer et du coup aussi d'adapter par rapport aux différentes questions que vous pouvez avoir dans le chat. Donc, du coup, pour redire un petit peu le déroulé de ce webinaire, et je pense que vous l'aurez compris aussi par rapport au profil des différents intervenants intervenantes. L'idée, c'est qu'on démarre avec un cadre un peu là de quoi on parle. Alors, on est toujours, quand on parle IAE, dans cette spécificité, les SIAE sont des structures employeuses. Donc, il y a un cadre de code du travail qui s'applique et du coup des responsabilités en termes d'emploi, en tant qu'employeur en matière de santé de ses salariés. Donc l'idée c'est qu'on démarre un peu par ce cadre un peu général avec assez vite spécificité de l'IAE puisqu'on a évidemment des spécificités en tant que telles. Après l'idée c'est de pouvoir voir au niveau justement de comment on repère, comment on forme à l'intérieur des structures les professionnels. Donc d'où Ospéry Sandaraï avec justement différents types d'actions, de formations qui peuvent exister, et un peu tous les enjeux autour de sensibilisation, formation. Après, les enjeux vraiment d'accompagnement en interne et d'orientation ou de mise en place d'innovation aussi. Hein, Sébastien l'évoquait rapidement, mais notamment là, le fait d'avoir un poste de psychologue mutualisé au sein des chantiers. Et puis, l'importance du partenariat, donc avec Vanessa, où on l'évoquait aussi dans le début, hein, où c'est voilà, l'interne, mais aussi dans un écosystème et le fait de travailler en partenariat pour accompagner du coup les personnes concernées. Voilà, donc écoutez, je vous propose qu'on démarre du coup avec Édouard Missonnier qui va pouvoir nous présenter un peu les grandes lignes et en même temps les enjeux autour de la question de la responsabilité employeur et des démarches qui doivent être mises en place au sein des structures. Oui, merci Colline. Je vais juste partager mon écran du coup, en espérant que ça fonctionne bien. Je vais mettre un mode diapo. Est-ce que vous voyez bien? Très bien. Bon. Et voilà, donc l'idée, comme l'a dit Colline, c'est de bien recadrer sur le principe qu'en tant que structure d'insertion par l'activité économique, vous êtes des structures employeuses et donc, en tant qu'employeur, vous avez des obligations, des devoirs, j'ai envie de dire, pour préserver la santé des salariés. Les salariés, c'est évidemment les salariés permanents, mais également les salariés en parcours d'insertion. Et donc, il est essentiel d'avoir une appréhension globale autour de ces sujets pour vous en tant que structure d'insertion. Et c'est un peu l'objectif de cette présentation dans un premier temps, c'est revenir sur cette obligation et ce qu'elle implique. Et ensuite, dans un second temps, parce qu'on a mené un projet dans le cadre, par le biais de l'Interréseau IAE de France, donc un projet du Fonds d'amélioration des conditions de travail sur l'amélioration de la prévention des risques et de la qualité de vie et des conditions de travail, c'est peut-être de voir comment on fait de ces différentes obligations une opportunité déjà
pour améliorer les conditions de travail des salariés en parcours, mais également des salariés permanents. Donc, on va essayer vraiment de voir comment on fait de toutes ces obligations qu'on va essayer de lister assez rapidement, forcément, en l'espace du temps qui m'est dédié. Ça va être compliqué de tout aborder, mais on va essayer d'être à peu près exhaustif. Mais on va voir ouais, comment on fait de ces obligations une opportunité réelle pour les structures. Pour démarrer, on va peut-être revenir sur comment est définie la santé, notamment par le Code du travail. En fait, le Code du travail reprend une définition qui a été établie par l'OMS dans son préambule en 1946 et qui définit la santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social et qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et c'est exactement comme ça qu'appréhende le Code du travail, qu'appréhende la santé, le Code du travail. Donc, c'est-à-dire que la santé au travail ne se résume pas à l'absence d'accident ou de maladie, mais constitue un tout qui ne peut être atteint que par une adaptation et une amélioration constante des conditions de travail et une suppression ou une réduction des risques professionnels. Donc voilà, on a vraiment une vision globale. On n'est pas seulement sur la survenance du risque, sur l'accident du travail. Il faut avoir une vision globale et un état de bien-être global qui doit être établi. Alors, si on avait à l'origine plutôt une vision basée uniquement dans le cadre de la santé au travail, hein, uniquement basée sur la santé physique, on a notamment depuis 2002 une vision qui est très centrée aussi sur la santé mentale des travailleurs. Donc, on a ce double aspect santé physique et santé mentale. L'appréhension ne va pas être exactement la même, puisque pour ce qui concerne la santé physique, l'employeur va devoir mener des actions de prévention et de risque professionnel et qui sont liées aussi à la pénibilité et prendre des mesures nécessaires pour éviter la survenance d'accidents ou de maladies professionnelles, alors que pour la santé mentale, tout va se baser beaucoup plus sur l'appréhension de l'organisation du travail, mais également sur les éléments liés aux relations interpersonnelles. L'objectif globalement par rapport à la santé mentale, ça va être de diminuer le stress, d'éradiquer les violences qu'elle soit physique, mais également verbale, éliminer tout risque de harcèlement, tout risque d'agissement sexiste, et également contenir le phénomène de burn-out, voilà, c'est un nouveau phénomène qui se révèle de plus en plus important. On a également son contraire, hein, le phénomène de burn-out. Burn-out, je pense que vous comprenez, c'est vraiment l'excès de travail par rapport aux moyens alloués. À l'inverse, le burn-out, c'est peut-être, pour le dire vulgairement, c'est un peu la mise au placard ou le fait de ne pas avoir assez de missions et qui peut être un vrai risque pour la santé mentale. Donc voilà, deux manières d'appréhender et une obligation d'appréhender ces sujets-là pour l'employeur, aussi bien sur la santé physique et sur la santé mentale. Alors maintenant, ce qui est intéressant de constater, c'est à quel point l'employeur doit appréhender ces sujets-là. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'employeur, donc la structure d'insertion par l'activité économique que vous êtes, a une obligation de sécurité qu'on dit de moyens renforcés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'employeur doit tout mettre en œuvre pour assurer la santé des salariés. Et quand on dit tout mettre en œuvre pour assurer la santé des salariés, c'est la santé comme je l'ai définie par le passé, dans le cadre de la diapositive précédente, c'est vraiment un état complet de bien-être. Donc l'employeur a cette obligation de tout mettre en œuvre pour protéger cet état complet de bien-être physique et mental. Par quoi ça se caractérise? C'est qu'en cas de survenance d'un risque, par exemple un risque physique, voilà, en cas d'accident du travail, l'employeur, s'il engage sa responsabilité, va devoir prouver qu'il a tout mis en œuvre pour protéger le salarié par rapport à ce risque et pour éviter que ce risque survienne, mais qu'il est survenu malgré tout. Donc il y a vraiment une obligation qu'on dit de moyens renforcés, c'est-à-dire que c'est quand même assez lourd pour l'employeur et c'est pas anodin. Alors souvent, quand on appréhende la santé au travail, les obligations de l'employeur, on a en tête des documents obligatoires, contraignants, notamment la nomination d'un responsable prévention, le document unique d'évaluation des risques ou encore le plan d'action ou alors le PAPRI Pact pour les structures de plus de 50 salariés et les formations obligatoires des travailleurs. Ça, ce sont des obligations formelles. En effet, sur le papier, il faut les mettre en œuvre, mais derrière ces obligations formelles, il faut vraiment qu'il y ait cette obligation de moyens renforcés, c'est-à-dire que ce soit des documents qui soient légitimes, efficaces, pertinents, parce que sinon, ça n'a pas de valeur. Si vous faites un document unique d'évaluation des risques sans appréhender réellement l'ensemble des risques possibles sur le lieu de travail,
vous passez à côté de vos obligations et donc vous pouvez engager la responsabilité de la structure. Donc voilà, il y a vraiment un point de vigilance là-dessus. Ce n'est pas parce que vous avez constitué un DURP qu'il est forcément protecteur vis-à-vis de vos obligations. Toujours le code du travail hein, qui nous demande de travailler, d'envisager les choses de la manière suivante sur la prévention des risques psychosociaux et sur les risques physiques. Donc, on a les 9 principes de prévention. Le premier principe, c'est éviter le risque et supprimer le danger. Donc, ensuite, on a évalué le risque, les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme. Ça, je dirais que c'est un élément clé, c'est bien adapter le travail à l'homme et pas l'homme au travail, tenir compte de l'état de l'évolution des techniques, remplacer ce qui est dangereux par ce qui l'est moins désolé, hop, ce qui l'est moins ou ce qui ne l'est pas, planifier la prévention, prendre des mesures de protection collective et donner des instructions de travail et fournir des équipements de protection individuelle. Donc voilà, on a vraiment ces 9 principes de prévention qu'on peut synthétiser sous la forme suivante, et c'est la logique qui doit guider tous les employeurs lorsqu'ils souhaitent mettre en œuvre une démarche de prévention des risques efficace. C'est tout d'abord agir sur la prévention primaire, c'est voir si on ne peut pas supprimer le risque. Alors ça vaut aussi bien pour le risque physique que pour le risque psychosocial ou pour les risques mentaux. L'idée, c'est de se poser cette question, est-ce que je ne peux pas faire en sorte que ce risque ne puisse jamais intervenir dans ma structure? Moi, je vais prendre un exemple de risque physique parce que c'est plus parlant. En prévention primaire, par exemple, si vous êtes une structure et que vous faites du nettoyage, vous allez, par exemple, du nettoyage dans les entreprises, etc. Vous fournissez donc aux salariés des produits de nettoyage. On va imaginer un produit avec de la javel, un élément donc, qui peut être dangereux hein, pour le salarié, puisqu'il peut, voilà, par le biais d'éclaboussures et autres, subir des dommages corporels. L'idée, en prévention primaire, une solution pour agir sur la prévention primaire, ça va être tout simplement de se dire, est-ce que je ne peux pas remplacer ce produit par un produit qui serait moins dangereux, moins nocif? Et dans ce cas, le risque ne peut pas survenir. Donc, je remplace le produit, ça, c'est la prévention primaire. Si je ne peux pas remplacer ce produit parce qu'il y a des normes sanitaires qui m'imposent l'utilisation de produits dangereux et je ne peux pas faire autrement, j'agis sur la prévention secondaire, c'est-à-dire comment je protège le salarié par rapport à ce risque. Donc, je suis obligé d'utiliser de la javel, et ben dans ce cas, je vais fournir les EPI aux salariés pour éviter qu'ils soient confrontés à ce risque. Et enfin, la prévention tertiaire, c'est lorsque le dommage est avéré et que dans ce cas, on ne peut plus, ça va être de voir comment on peut réparer tout simplement le dommage causé. Si on l'applique aux risques psychosociaux et à la santé mentale, souvent les actions de prévention primaire pour agir sur le stress, par exemple, ça va être d'agir sur l'organisation du travail. C'est souvent la clé et c'est ce qu'on a pu cibler dans le cadre des expérimentations qu'on a menées. C'est vraiment travailler sur l'organisation pour éviter que le stress ne survienne, c'est-à-dire organiser une meilleure répartition du travail ou alors envisager des méthodes simplifiées d'interconnaissance entre les collègues, etc. Mais je ne vais pas trop développer sur ces aspects-là. Donc, pour mettre en œuvre toutes ces obligations, nous avons établi une méthode dans le cadre du projet dont je vous ai parlé, donc le projet FACT, où nous avons travaillé avec un panel de 6 structures d'insertion par l'activité économique. Pour mettre en œuvre une telle démarche, vous devez en passer d'abord par une communication, une implication de l'ensemble des acteurs. Donc, que ce soit le conseil d'administration, la direction, les permanents, les salariés en parcours, les partenaires, les clients, les utilisateurs, voire même les services de prévention santé au travail, puisque ce sont des partenaires qu'il faut bien identifier. Depuis la loi de 2021, la loi santé, ils sont bien devenus services de prévention santé au travail et normalement doivent vous accompagner sur la prévention des risques physiques et psychosociaux. Donc, il faut les mobiliser. Une fois qu'on a fait cette communication et cette information, il s'agit de faire un diagnostic sur le terrain dans vos structures et d'appréhender les risques réels. Et ça passe par des groupes de travail que vous devez constituer par unité de travail avec les personnes qui sont sur le terrain. Donc, ça va être les salariés en parcours, les salariés permanents, la direction, éventuellement aussi le conseil d'administration, mais vraiment appréhender le travail réel selon une méthode que vous êtes libre de choisir.
Nous, par exemple, on a utilisé une méthode belge de dépistage participatif des risques, donc la méthode de Paris, qui s'est avérée très efficace et voilà, très instructive, notamment pour les salariés en parcours, puisque c'est une méthode qui utilise de la photo, des images et des photos, etc., pour symboliser voilà, comment les personnes se sentent au travail. Et c'est vrai que voilà, pour les salariés en parcours, ça a été très utile et pertinent, en tout cas, pour qu'on puisse mieux percevoir comment ils se sentaient. Ensuite, une fois qu'on a vraiment réalisé le diagnostic de terrain et qu'on a établi les risques, on vient constituer ce plan, le plan d'action. Le plan d'action, donc pour ça, évidemment, vous allez trouver des solutions de vous-même, hein. Il y a des solutions qui sont très logiques et parfois qui vont venir immédiatement, d'autres qui vont être un peu plus compliquées, qui sont peut-être un peu plus techniques. Et dans ce cas, on sollicite les partenaires extérieurs, comme les services de prévention au travail que je vous ai cités tout à l'heure. Et puis ensuite, la mise en œuvre et le suivi. Ça, c'est évidemment un élément clé. Le document unique d'évaluation des risques est un document qui doit être mis à jour pour les structures de plus de 11 salariés tous les ans. Mais globalement, dès qu'il y a une modification dans l'organisation du travail, dès que vous avez un nouveau chantier, dès que vous êtes sur des nouvelles missions, etc., il doit être modifié parce que vous avez forcément des nouveaux risques sur les aspects physiques, mais aussi sur les aspects mentaux qui sont induits par ces nouvelles activités. Donc, normalement, c'est un document qui doit être vivant et c'est vraiment un outil du quotidien que vous devez bien mettre à jour. Donc, une fois que vous avez réalisé l'ensemble de ces phases, en fait, vous rentrez dans vos obligations en tant qu'employeur, c'est-à-dire que vous avez réalisé par le diagnostic un document unique d'évaluation des risques et vous y avez accolé un plan d'action pour contrer ces risques, toujours sur cette logique que je vous évoquais tout à l'heure, d'agir tout d'abord sur la prévention primaire, supprimer le risque si c'est possible. Si on ne peut pas, comment on vient protéger le risque? Et enfin, évidemment, et ça c'est ce qui est à éviter, si on ne peut pas, si le risque survient, comment on répare le risque vis-à-vis des salariés, aussi bien en parcours que permanent. Alors, comme je vous le disais, hein, dans le cadre de notre expérimentation, et du coup, je fais un peu le lien et le parallèle avec, on rentre plus, disons, dans l'objet et la thématique d'aujourd'hui. Dans le cadre de l'expérimentation qu'on a menée avec les structures d'insertion, on a pu établir des facteurs de risque psychosociaux particuliers, aussi bien pour les permanents que pour les salariés en parcours. Pour les salariés permanents, voilà, il y a des risques psychosociaux qui sont ressortis de nos diagnostics qui ont été menés, notamment avec une psychologue au travail qui nous a accompagnés tout au long de la démarche. Le premier facteur de risque qui est recensé, c'est la perte de sens au travail. Beaucoup de structures nous ont fait part du fait que elles avaient l'impression de passer plus de temps, beaucoup de permanents en tout cas, elles passaient plus de temps à justifier de ce qu'elles faisaient qu'à agir concrètement pour l'accompagnement socio-professionnel des personnes éloignées de l'emploi. Ça, c'est un élément qui est fortement remonté. Il y a aussi un conflit de valeurs parfois dans les équipes, c'est-à-dire qu'on a des équipes qui vont être dans des valeurs très productives. Enfin voilà, certaines personnes dans l'équipe qui vont avoir une valeur très productive, comme quasiment un fonctionnement d'entreprise classique, et d'autres qui vont plus s'orienter sur l'aspect social. Donc parfois, ça crée des conflits entre les personnes, et donc ça suppose de concilier ces éléments-là. Et là, je vous donne un exemple très simple. Par exemple, pour ces structures qui avaient ce conflit de valeurs, l'idée, en tout cas dans le plan d'action qu'on a mis en œuvre, ça a été de travailler sur euh, revenir tous ensemble sur quel est le projet associatif, quel est notre projet commun, qu'est-ce qui nous guide. Et ça, finalement, en revenant sur cette base-là, ça permet à chacun de mieux comprendre de manière collective voilà, ce qui doit guider la structure d'insertion. Il y a évidemment des problématiques de surcharge de travail qui sont constatées, puisqu'en effet, vous êtes structure d'insertion, donc accompagnement socio-professionnel, mais vous êtes aussi employeur classique, donc avec toutes les obligations que ça comporte, et puis avec le fonctionnement d'une entreprise ou d'une association. Et donc, voilà, ça fait un cumul un peu d'obligations et de charges de travail qui n'est pas anodin. Il y a évidemment, du coup, en découle une inadéquation entre les moyens et les résultats attendus. Je prends l'exemple, par exemple, dans certains départements de la demande qui est faite, notamment pour les bénéficiaires du BRSA, pour les BRSA, pardon,
devoir réduire la durée des parcours et donc d'avoir des résultats sur une durée fortement réduite, ça clairement c'est un facteur de risque. Enfin voilà, ça engendre un stress pour les salariés et puis une perte de sens puisqu'on a l'impression de mal faire son travail ou de ne pas pouvoir prendre le temps de bien faire son travail. Donc des exigences émotionnelles forcément. Euh, pour les permanents et notamment pour les directions, c'est les incertitudes autour des financements. Beaucoup de fluctuations beaucoup de fluctuations de la part des politiques publiques qui ne laissent pas entrevoir forcément un avenir radieux. Et donc ça, c'est des problématiques qu'on a pu cibler et qui engendrent forcément un stress pour les personnes. Et puis des rapports sociaux dégradés. On a beaucoup de structures qui nous ont fait remonter que le post-Covid est venu un peu nuire au temps collectif, au partage, à l'entraide, avec une vision beaucoup plus individualiste. Mais ça, c'est un constat peut-être plus global. Donc voilà, je trouvais que c'était important d'évoquer déjà aussi ce rôle qu'ont les structures d'insertion vis-à-vis des permanents, vis-à-vis des salariés en parcours, et je pense que ce sera plutôt les autres intervenants qui auront des éléments et des outils à vous fournir pour les salariés en parcours, mais je pense qu'il est important déjà de bien cadrer le fait qu'il est important d'aborder les sujets d'abord de risques psychosociaux avec les permanents avant de pouvoir les aborder avec les salariés en parcours. Et vous avez d'ailleurs cette obligation de traiter de ces sujets pour les salariés permanents et pour les salariés en parcours. Évidemment, juste sur la santé mentale des personnes en parcours, souvent ce sont des éléments, des facteurs exogènes à la structure auxquels sont confrontées ces personnes en parcours, voilà, vis-à-vis de leur santé mentale. Et là, forcément, je vous apprends rien. Globalement, ce qu'on constate, c'est un manque de moyens et de qualification pour l'accompagnement des salariés en parcours sur ces problématiques. Donc, je suis vraiment impatient d'entendre les autres intervenants sur ces sujets-là qui pourront peut-être nous donner quelques pistes et que je pourrais diffuser dans les Hauts-de-France. Et aussi la difficulté à identifier des partenaires sur les territoires pour les accompagner. Alors, ce qui marche bien, et c'est peut-être votre cas vu que vous êtes lié à la FAS, c'est lorsque on a une structure d'insertion qui est adossée à un établissement social ou un établissement médico-social où il y a peut-être déjà des unités psychologiques et autres sur l'établissement social et donc qui peuvent intervenir auprès de la SIAE. Là, on se rend compte que c'est des choses qui marchent bien. Je pense à une structure en particulier avec laquelle qu'on a accompagné. Et là, pour le coup, on a vraiment voilà, une vraie appréhension de ces sujets-là et une vraie compétence sur ces sujets-là. Voilà, donc ça c'est juste pour vous susciter l'intérêt d'enclencher une telle démarche dans le cadre de vos structures donc d'amélioration de la prévention des risques et de la qualité de vie et des conditions de travail. Les intérêts sont multiples. Je vous laisse en prendre connaissance, mais globalement, il faut bien prendre en considération que ça participe grandement à l'amélioration des conditions de travail, à la réduction des situations de travail stressantes, contraignantes, pénibles, que finalement, on a plus d'attractivité grâce à une appréhension globale de la qualité de vie et des conditions de travail, et que tout ça participe donc à la qualité du service à la réduction des coûts liés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, et puis à l'attractivité de manière générale. Voilà, donc si le sujet de la QVCT et de la prévention des risques vous intéresse, nous allons bientôt sortir le guide qui est issu de l'expérimentation que nous avons menée auprès des structures d'insertion donc en début d'année, et nous pourrons faire le relais évidemment pour que vous puissiez vous le procurer avec beaucoup d'outils pratiques pour mettre en œuvre tout ça dans les structures d'insertion. Voilà. Merci beaucoup, Edouard. Je trouve ça ouais, c'est très précieux ce cadre et en même temps très concret. Je trouve, enfin, on a vraiment là l'adaptation IAE. Je pense que beaucoup se retrouvent, je vois dans les réactions aussi, et aussi focus sur les permanents. Et là, enfin, ou même voilà, quand on parle de tension financière. Alors, peut-être ce que je propose, c'est que tous ces aspects-là, on y reviendra peut-être en fin et volet plaidoyer. Enfin, ça résonne évidemment, je pense, à tous les acteurs qu'on a et face en particulier sur tous ces enjeux dire structurelle et politique aussi. Par contre, enfin, il y a quand même quelques questions. Alors, je vais Oui, dans le chat aussi, je vous propose
Il va y avoir des réponses un peu tout au long là sur l'enjeu, problème rencontré, manque de structure, de professionnels. On va y venir. Mais il y avait une question là, Edouard, je pense que peut-être quelqu'un qui demandait, voilà, est-ce que vous préconisez-vous que ces actions soient menées en interne ou par des intervenants externes à la structure? Alors, pour moi, alors évidemment, si vous avez le moyen de vous doter d'intervenants externes qui peuvent voilà, mener ces actions, construction du document unique et plan d'action, tant mieux, mais soyez surtout vigilants à ce qu'ils appréhendent le travail réel. Ça, c'est un point essentiel pour nous. Euh, c'est vraiment de qu'il y ait ce travail de terrain, donc aller sur le terrain, se rendre compte des réalités du travail et surtout constituer des groupes de dialogue autour du travail avec les salariés en parcours, avec les salariés permanents, parce que c'est eux qui sont tous les jours sur leur poste de travail et c'est eux qui ont le plus conscience des risques. Alors, faut trouver les moyens de communication légitimes. Donc, c'est pour ça, nous, on a utilisé, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, mais le jeu Dixit, donc avec le photolangage que ça permet pour décrire les situations de travail des personnes en leur disant, bah voilà, sur cette photo, qu'est-ce qui représente le plus pour vous parmi toutes ces photos, la situation de travail. Donc par exemple, c'était un petit bonhomme avec le monde sur ses épaules et voilà, la personne nous faisait part de sa surcharge de travail et le sentiment que tout lui pesait dessus. Donc voilà, ça permet l'expression des gens et ensuite on vient cibler les différents moyens enfin les différents sujets, pardon, à développer dans le cadre du document unique. Donc, si vous faites appel à des intervenants extérieurs, et normalement, si les intervenants sont de qualité, ils doivent appréhender les réalités du travail. Voilà. Mais je pense que ce travail peut démarrer en interne largement et peut être fait aussi en interne si on a les outils nécessaires. Et voilà, dans le guide, c'est ce qu'on a tenté de faire, c'est d'outiller au maximum. Merci pour ces éléments. Donc, on voit que le guide est très attendu. Je pense qu'on ne manquera pas de communiquer Du et de coup, on fera le diffuser. relais. Il est en cours de finalisation et d'ici janvier, en tout cas, on le diffuse voilà, très largement. Parfait, et on s'en fera évidemment le relais donc pour répondre à toutes les questions là autour effectivement à la fois du support, du guide annoncé, donc le replay, le webinaire est enregistré, donc il y aura un replay, on mettra avec l'accord évidemment des intervenants les supports aussi à disposition et puis on assurera le lien, enfin, de toute façon, vous l'avez compris, on travaille ensemble et en partenariat. Du coup, voilà, on ne manquera pas de diffuser et d'accompagner. J'imagine qu'il y aura aussi, c'est pas uniquement diffuser un guide, mais accompagner peut-être aller un cran plus loin sur concrètement comment je peux mettre en œuvre aussi des démarches dans mes structures, quoi. Ben, merci beaucoup, Edouard. Alors, je me permets, il y avait d'autres questions là, un peu sur les conditions de travail, les moyens financiers, ces enjeux. Je vous propose qu'on y revienne en fin de webinaire. Et pour qu'on avance, si vous voulez, ça va vous éclairer sur la suite des interventions. Merci beaucoup, Edouard, et je passe la parole Merci. à Charline pour introduire les prochains intervenants. Donc, merci Edouard pour cette présentation. Si vous voulez bien arrêter le partage d'écran pour que Madame Goudal et Madame Gillot, pardon, prennent la suite. Donc on a pensé ce webinaire vraiment pour que vous ayez une présentation d'une démarche pour appréhender les risques psychosociaux et les outils pour être sensibilisés au repérage en santé mentale. Donc pour cela, on a proposé la, l'association Orspère et Samdara a bien voulu participer à ce webinaire et on les remercie. Donc sans plus attendre, je vous laisse la parole, Madame Goudal et Madame Gillot. Oui, merci beaucoup pour cette introduction. Donc, en effet, on va faire d'abord quelques très brefs rappels sur les notions de santé mentale et ses liens à la précarité. Et puis, on en profitera au fur et à mesure pour vous présenter un petit peu les activités de l'Observatoire, dont la formation Prisme, notamment que Maëlys vous présentera juste après. Euh, donc, simplement, l'observatoire, on le présentera au fur et à mesure, mais simplement pour dire qu'on est un observatoire du coup national qui se préoccupe des liens entre santé mentale et vulnérabilité Je suis sociale. d'accord. Donc, je vais vous laisser la place. Et là, vous allez. Euh, alors, avec une équipe pluridisciplinaire d'environ une vingtaine de personnes. On y reviendra au fur et à mesure. Donc, concernant la santé mentale, on voulait simplement rappeler d'abord que
contrairement parfois à l'idée reçue, la santé mentale, elle ne se restreint pas du tout à la question des troubles psychiques, hein. On a tous une santé mentale qui est plus ou moins bonne selon les moments de notre vie. Et puis, cette santé mentale, du coup, elle va varier entre un pôle de bien-être dans lequel on peut se sentir confiant, serein, utile, en développement, tout ce qu'on veut. Et puis, un pôle de souffrance psychique où on peut se sentir par moments plutôt triste, avec de l'anxiété, du désespoir, de la démotivation, de la perte de sens, vous en parliez tout à l'heure. Donc, on sait aussi que les événements de notre vie, c'est eux qui vont impacter notre santé mentale, hein, dans les deux sens. Donc, l'obtention ou au contraire la perte d'un emploi, un déménagement, une rencontre ou au contraire une rupture amoureuse sont tous des éléments qui vont venir impacter notre santé mentale. Donc, ça explique pour partie pourquoi les personnes en situation de précarité, hein, que ce soit vis-à-vis de l'emploi, du logement, des ressources financières, eh ben, elles sont particulièrement vulnérables finalement en termes de santé mentale. Toutes les difficultés auxquelles elles vont faire face dans leur vie, eh bien, ça les expose finalement à plus de risques de ressentir de la souffrance psychique, de se sentir anxieuse, désespérée, triste, etc. On observe de plus en plus, alors que ce soit pour les personnes avec ou sans troubles psychiques, un enjeu à soutenir les dimensions de santé mentale positives qui vont être des facteurs de protection finalement face au développement des troubles et puis aussi des facteurs de réduction des troubles. Parce que ce que les recherches montrent depuis déjà un certain nombre d'années, c'est qu'en effet, les souffrances psychiques dont on parlait, quand elles sont trop fréquentes, quand elles sont trop intenses ou quand elles sont présentes depuis trop longtemps, eh bien, elles peuvent contribuer au développement d'un trouble psychique. Alors, on pourrait prendre par exemple la dépression ou les troubles anxieux. Et puis, pour des personnes qui avaient déjà des troubles psychiques, eh bien, ces souffrances psychiques, elles contribuent vraiment à l'aggraver. Donc, on a un enjeu, notamment en termes de prévention, hein, à repérer ces souffrances et puis à soutenir les personnes qui font face notamment à des difficultés sociales. Donc, c'est pourquoi l'observatoire dans lequel on travaille avec Maëlys, hein, l'Orsper Samdara, il s'intéresse aux liens qui existent entre la santé mentale et toutes les formes de vulnérabilité sociale, on l'a dit tout à l'heure. Donc, il s'agit par exemple dans le pôle recherche, hein, qui est un de nos 3 pôles d'activité, de mieux comprendre comment, en quoi les difficultés sociales des personnes, que ce soit la précarité, le sans-abrisme, les parcours de migration, les difficultés liées à l'emploi, comment ces difficultés-là, elles affectent la santé mentale et inversement, comment les difficultés de santé mentale viennent nous vulnérabiliser sur le plan social, affecter les situations sociales. Donc, en fait, c'est grâce vraiment aux professionnels, hein, de la santé mentale et surtout du travail social que cet observatoire il est né. On sait depuis l'émergence de l'Orsper notamment combien les intervenants sociaux ils vont être en première ligne pour constater les souffrances psychiques des personnes qu'ils accompagnent. Et d'ailleurs, dans la formation Prisme, j'entends beaucoup d'intervenants sociaux me dire que c'est même de plus en plus présent à leurs yeux, ces souffrances psychiques pour les personnes qu'ils accompagnent sur le parcours. Le fait d'être quotidiennement confronté aux souffrances psychiques des personnes accompagnées, ça va produire 3 choses. La première, c'est qu'ils ont plein de connaissances, en fait, ces professionnels, sur la santé mentale des personnes qu'ils accompagnent, mais en même temps, ils ont souvent l'impression, en fait, de ne pas savoir parce qu'ils n'ont pas eu les bases théoriques qui leur permettent de ranger, catégoriser un petit peu ces connaissances qu'ils ont issues plutôt de leur expérience. Aussi que parce qu'ils n'ont pas eu de formation, ils ont aussi au milieu de ces connaissances tout un tas d'idées reçues en fait sur la santé mentale qu'il est vraiment important d'y discuter ensemble pour les dépasser, les clarifier. Ensuite, on s'aperçoit que parce qu'ils sont en première ligne pour constater cette souffrance, ils sont aussi en première ligne pour agir, donc ils peuvent vraiment repérer, alerter, orienter, soutenir les personnes et pour ça, s'ils savent en fait comment s'y prendre, ils deviennent vraiment des précieux soutiens pour les personnes, mais aussi des précieux alliés en fait pour les professionnels de santé mentale. Et puis enfin, parce qu'ils sont quotidiennement confrontés aussi à cette souffrance psychique, leur propre santé mentale en tant qu'intervenants sociaux notamment peut être impactée négativement. Alors on s'aperçoit que ce n'est pas seulement le fait d'être confronté, de faire face à la souffrance des autres qui vient impacter notre santé mentale, mais en fait c'est surtout le fait de ne pas savoir quoi faire pour la soulager, de se sentir vraiment impuissant face à ces souffrances. Donc
si en fait se former, ça ne va pas enlever complètement la souffrance des personnes à laquelle ils font face quotidiennement, hein, qui sont dues, on l'a vu, plutôt à leurs conditions de vie, mais ça contribue quand même à minima pour les professionnels, à leur permettre de mieux comprendre ce qui se passe en face d'eux, à se sentir plus confiants aussi dans la manière d'agir, de répondre et de soutenir ces personnes, et du coup à moins souffrir de la confrontation quotidienne euh, avec la souffrance des personnes qui les accompagnent. Donc ça, c'est vraiment l'un des enjeux importants des ressources, hein, que propose l'Orsper Samdara. Donc notre deuxième pôle, c'est le pôle ressources qui va produire des documents, des formations, des rencontres, des journées d'études, etc., qui sont le plus souvent gratuites et qui visent vraiment à soutenir les professionnels de la santé mentale et de l'intervention sociale dans l'exercice de leur profession auprès de cette souffrance-là. Donc, parmi ces ressources, l'Orsper a développé, notamment depuis un peu moins d'un an maintenant, la formation Prisme, précarité santé mentale, que je laisse Maëlys vous présenter à présent. Du coup, donc, la formation Prisme Précarité Santé Mentale, comment tout ça a un peu débuté, si je redonne un petit peu, disons, le contexte. Donc, en fin de l'année 2022, on a répondu à un marché public et donc on a obtenu ce marché public et on a commencé à travailler sur cette formation début 2023 avec des formations qui ont commencé en juin 2023. Donc, c'est un marché qui s'inscrit, qui a été mandaté par différents ministères que je vous épargne la liste, mais qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. Et donc, on a entre 2 et 4 ans pour faire un certain nombre de formations. Notamment, donc, l'objectif est de former en tout environ 30 000 travailleurs sociaux en France sur cette thématique de santé mentale et précarité. Et donc, nous, on n'a pas répondu à la totalité du marché. Donc, on est particulièrement sur des formations partout en France métropolitaine, hors l'Île-de-France. Pour l'Île-de-France et les DOM-TOM, c'est un acteur qui s'appelle Infor Santé, qui est une agence de formation spécialisée dans la santé, précisément dans la psychiatrie, qui s'occupe de ces formations-là. Donc nous, de notre côté, on a réalisé donc 2 types de formations. Des formations en présentiel qui ont lieu sur 2 jours, avec un maximum de 15 participants par session. Donc là, sur le coup, c'est ce que j'ai indiqué. On fait ces formations-là partout en France métropolitaine, hormis en Ile-de-France. Maëlys, je me permets juste parce qu'en fait, on vous entend assez mal. Je vois qu'il y a peut-être, je ne sais pas, se rapprocher du micro. Je vois qu'il y a pas mal de... C'est mieux? C'est mieux ou non? J'ai l'impression que c'est mieux, mais... Je vais décaler peut-être un peu. Ouais, on va switcher. Bon, j'espère que c'est mieux. C'est peut-être le thème de la voix aussi. Oui, c'est mieux. Merci beaucoup, désolé. Mais ce sera plus confortable. Du coup, oui, donc 2 formats de formation, donc une en présentiel et une en distanciel. Donc le distanciel, sur le coup, il n'y a pas entre guillemets de frontières. Donc elle concerne tout le monde en France métropolitaine et dans les DOM-TOM. Donc c'est un webinaire de 2 heures avec un maximum de 150 participants. Disons que c'est le même programme que vous voyez là, à peu près. Donc là, c'est le programme affiché, c'est celui de la formation en présentiel. Donc, bien sûr, on enlève les brise-glaces notamment, on enlève quelques petites parties, mais l'idée est la même, en sachant que du coup, bien sûr, entre 2 heures et 2 jours, on a une grosse différence. Donc, on n'a pas d'échange hormis via le chat pour le webinaire. Et du coup, ça reste bien sûr une sensibilisation. On ne dit pas les mêmes choses entre 2 heures et 2 jours.
Comme je le disais tout à l'heure, ces formations, elles ont commencé en juin 2023. On les a co-construites avec SIDO, qui est une agence de conseil en pédagogie innovante. C'est-à-dire que, en fait, nous, comme l'a présenté Elodie tout à l'heure, on n'est pas un organisme de formation. On fait des formations dues à l'expertise à travers le pôle recherche, le pôle ressources, mais on n'est pas un organisme de formation en tant que tel. On a pas mal l'habitude, notamment sur cette thématique-là, ces thématiques-là de santé mentale et précarité, parfois aussi pas mal santé mentale et migration, de faire des formations. Mais on s'est dit que cet aspect un peu pédagogique, on était entre guillemets moins doué pour ça. Et donc, on s'est associé à cette agence-là pour pouvoir faire quelque chose avec tout simplement des jolis contenus, de réfléchir un peu, par exemple, Prisme, le nom de cette formation vient aussi l'idée un peu d'avoir le PR de précarité, le SME de santé mentale et le IS au milieu d'intervenants sociaux. Enfin voilà, du coup, l'idée était vraiment d'avoir un peu une formation sous forme un peu d'atelier, de mise en situation et surtout de partage d'expérience, qui est quand même quelque chose qui nous est revenu pas mal ici au moment de fabriquer cette formation. On a quand même fait quelques entretiens pour un peu savoir aussi les attentes en fait, des professionnels qui étaient finalement notre cible pour cette formation. Donc, l'objectif de ces formations, c'est vraiment d'apporter des outils aux professionnels pour améliorer l'accompagnement en santé mentale des personnes en situation de précarité. Et donc, pour cela, 4 objectifs ressortent principalement. Repérer les signaux marquant un trouble de santé mentale, trouver des postures ajustées avec les personnes accompagnées, orienter les personnes accompagnées vers les structures adaptées, le cas échéant, et préserver leur propre santé mentale, donc la propre santé mentale des intervenants sociaux. Donc, les professionnels qui peuvent bénéficier de ces formations, je ne l'ai pas dit, c'est aussi des formations qui sont gratuites. Les professionnels qui peuvent en bénéficier en priorité sont ceux exerçant en structure d'accueil, d'hébergement et de logement adapté, les opérateurs du volet jeunes en rupture du contrat d'engagement jeune, les professionnels de l'ASE et les professionnels de l'IAE. Donc, ces personnes peuvent appartenir à différentes catégories de professionnels du secteur social en charge de l'accompagnement des personnes en situation de précarité, c'est-à-dire que ça peut être des travailleurs sociaux, des intervenants sociaux, des personnels socio-éducatifs, des personnels administratifs et techniques, comme par exemple des agents d'accueil, des surveillants de nuit, des travailleurs pairs, enfin ça, c'est assez vaste. Voilà, et pour vous donner peut-être quelques chiffres, l'année prochaine, on aura 48 webinaires sur l'année et on aura 142 formations en présentiel, donc dans l'ensemble de la France, Île-de-France, France métropolitaine, et qui sont répartis par région. Donc, disons que les professionnels qui participent, par exemple, si la structure est basée en Normandie, peuvent participer uniquement à des formations présentielles en Normandie. Voilà, et donc ça, c'est sur notre site. On pourra peut-être vous partager sur le chat. Il est possible de s'inscrire. Ah ben voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Non, merci pour votre présentation et d'avoir également rappelé que la santé mentale est un bien commun à tous et les actions du coup d'Orspéré Sandara. Juste une question, pour accéder à la formation, il y a des modalités précises? C'est-à-dire des modalités précises sur... Est-ce on peut s'inscrire via votre site internet. Est-ce que cette formation est payante? Non, elle est gratuite. Elle est gratuite et du coup, en fait, les seules conditions sont celles que j'ai listées au sujet du type de professionnel qui est rappelé aussi sur le site que je viens
d'indiquer. Mais sinon, elle est gratuite, oui. D'accord, merci. Donc du coup, concernant les questions, il y avait juste avant un- une problématique par exemple sur la stigmatisation qui est associée avec le terme handicap et notamment santé mentale. Euh, Est-ce que vous avez une réaction face Bah, effectivement, la stigmatisation, elle va poser problème à différents niveaux. D'abord aux personnes concernées par ces troubles pour plein de raisons, parce que ça constitue une souffrance psychique supplémentaire qui a tendance à aggraver les troubles, qui a tendance à aggraver les situations sociales aussi, par l'isolement que ça produit, par le fait d'avoir moins accès à à tout un tas de choses dans leur propre vie, moins de possible. Euh, et puis, elle pose aussi dans la possibilité, du coup, d'échanger plus facilement avec les personnes et notamment les personnes qu'on accompagne autour des difficultés de santé mentale. Donc, c'est un truc qu'on essaye de travailler pour le coup dans Prisme, c'est de pouvoir être plus serein aussi avec justement toutes ces idées reçues autour de la santé mentale et qu'en tant que professionnel, plus on est à l'aise pour en échanger et pour pouvoir transmettre aux personnes qu'on n'est pas du tout en train de forcément parler d'un trouble psychique très grave et que quand bien même ce serait le cas, c'est pas, voilà, on n'est pas obligé d'être stigmatisé au regard de ça. Je pense que plus on est tranquille avec ça, plus on va pouvoir en échanger facilement avec les personnes et du coup réduire les formes qui s'apparentent parfois à du déni ou du non-volonté d'aller vers le soin, parce que en lien avec cette stigmatisation de la psychiatrie des troubles psychiques. Je ne sais pas si ça répondait à la question. C'est complètement merci. Il y a une question par rapport à la complémentarité de la formation Prisme par rapport notamment avec par exemple les premiers secours en santé mentale. Ouais. Tu me complètes si tu veux. Du coup, la différence entre ces deux formations, donc PSSM, c'est une formation qui est à destination de tout citoyen, citoyenne, d'une certaine manière. Donc là, nous, c'est vraiment à destination de professionnels qui ont un lien du coup avec santé mentale et précarité, et également deux petites différences plutôt grosses, c'est-à-dire que nous, on a un vrai focus sur l'aspect précarité. Au sein de PSSM, ils ne parlent pas de précarité. Et également, on a un point sur la santé mentale des travailleurs sociaux qui n'est pas non plus indiqué dans PSSM. C'est des formations que nous, on a dit, enfin, on trouve qu'elles sont. Nous, on a été formés aussi à PSSM en son équipe pour voir comment ça se passait. On trouve qu'elles sont complémentaires. Mais du coup, elles sont différentes, mais complémentaires. Merci. Je vois le temps qui file, donc il y avait encore des questions par rapport à qui peut bénéficier de cette formation et s'il est possible de l'organiser au sein d'une structure si elle en fait la demande. Je vous propose, donc vous avez les coordonnées des deux intervenants, donc n'hésitez pas à les contacter après ce webinaire-là. Et juste également, Jean-Marc Antoine, coprésident du groupe d'appui national santé de la FAS, vient de nous rejoindre. Donc bienvenue à Jean-Marc. Et je passe la parole à Colline. Encore Ouais. merci. Merci, oui, merci, merci beaucoup Maëlys et Elodie. Donc effectivement, on a mis le lien là dans le chat et je pense qu'il y aura toutes les informations sur cette formation et d'autres aussi et des outils. Et ça répond à des questions qu'il y avait aussi là dans la question comment on forme, comment on sensibilise. Bah, voilà en tout cas des exemples de formations qui peuvent exister. Et du coup, pour continuer, je vous propose du coup de passer la parole à Sébastien Cavit, du coup de Convergence. Lille, qui a déjà dit quelques mots en introduction, mais il nous parlait là plus spécifiquement retour d'expérience aussi terrain d'une initiative aussi assez enfin, quand même originale et en réponse à ce besoin d'accompagnement au sein des chantiers d'insertion de convergence. Mais peut-être vous laisser peut-être présenter peut-être en deux mots un peu le principe de convergence pour être sûr que ça parle à tout le monde et puis voilà, laisser la main sur cette dimension d'accompagnement global. Ok.
Bonjour à toutes et tous. Alors, je n'ai pas de support, mais c'est pas là l'essentiel. Alors, merci pour l'intervention précédente parce que ça me mâche le travail sur la santé mentale d'une manière globale. C'est super. Alors, en quelques mots, effectivement, les programmes Convergence, qu'on appelle désormais CVG, et premières heures en chantier. Donc, c'est d'abord à destination des chantiers d'insertion. En l'occurrence ici sur la métropole européenne de Lille. L'objectif, c'est de renforcer les moyens d'accueil et d'accompagnement des chantiers d'insertion, moyens humains évidemment, d'accueil et d'accompagnement, qui permettent de nouveau d'accueillir les publics les plus éloignés de l'emploi, et j'insiste également sur les droits fondamentaux. De qui parle-t-on? On parle donc des personnes qui sont à la rue, qui ont vécu un parcours d'errance ou qui sont en structure d'hébergement. L'objectif de ces deux programmes, c'était de se dire que parce qu'on va accueillir des publics très éloignés qui présentent X problématiques, l'objectif est de pouvoir, en renforçant les moyens d'accueil et d'accompagnement des chantiers d'insertion, mais aussi en mettant à disposition des compétences particulières sur des thématiques comme celle du logement, de la santé, de l'accès aux droits, de pouvoir proposer un accompagnement social global sur les chantiers d'insertion et finalement de remettre au centre de l'activité des chantiers d'insertion le projet social qui doit guider l'activité des chantiers d'insertion, le travail n'étant qu'un support à l'accompagnement social global qui doit être mis en place. Alors, sur l'AMEL, c'est 7 chantiers d'insertion qui représentent 339 personnes en file active tout au long de l'année. Les personnes signent des CDDI. Nous sommes, dans le cadre de CVG, sur la dérogation qui permet de proposer des CDDI qui peuvent aller jusqu'à 5 ans, ce qui signifie que pour accueillir et accompagner les personnes les plus éloignées, on a besoin de moyens, ce que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi de temps. Alors, on n'invente rien, hein. Mais voilà, c'est toujours intéressant de rappeler qu'effectivement, il y a souvent une question de moyens et de temps pour que l'accompagnement soit le plus en phase avec les besoins des publics. Et puis sur le deuxième programme, Premières heures en chantier, c'est encore plus adapté puisque là, c'est exclusivement à destination des personnes en errance. Et l'objectif ici, c'est de pouvoir démarrer des CDDI à 4 heures par semaine pour pouvoir monter au fur et à mesure en nombre d'heures et donc également en contraintes liées aux réalités du monde du travail. Alors, si vous avez besoin qu'à un moment je vous envoie une présentation des programmes Convergence et CVG, je le ferai avec grand plaisir. Voilà, simplement pour aller à l'essentiel sur la question de la santé mentale, il se trouve que les chantiers d'insertion qui entrent dans le cadre de ces deux programmes accueillent finalement les publics qu'on va retrouver en hébergement ou dans les accueils de jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en tout cas pour ces publics, leurs parcours sont souvent empreints de ruptures, que ce soit des ruptures familiales, sociales, administratives, d'avec leur pays d'origine. En fait, ces ruptures, elles créent forcément, en tout cas, de la douleur, de la souffrance, que chacun va gérer comme il le peut. Et il se trouve que quand on travaille sur ce qu'on peut observer, quand on travaille sur une stabilisation des situations, on n'est plus sur le vital et ça laisse parfois la place à pouvoir exprimer sa souffrance, liée souvent à son parcours. Et en fait, ce qu'on a observé sur les chantiers d'insertion, c'est que effectivement, les publics qui accèdent à un CDDI, alors effectivement, sont dans une démarche qui est hyper intéressante parce qu'on est vraiment sur une progression et une volonté d'inclusion qui soit durable et qui soit la plus stable possible. N'en demeure pas moins que c'est pas parce qu'on accède à un contrat de travail ou qu'on accède à un logement que ça vient régler les souffrances qu'on traîne, qu'on porte avec soi, parce qu'on a vécu des choses compliquées lorsqu'on était en situation d'errance. Et donc, les chantiers d'insertion n'ont pas forcément l'habitude, euh, parfois les compétences, de pouvoir créer des espaces de parole, des temps qui permettent aux personnes accompagnées de pouvoir au moins dire ce qu'elles vivent bien, mais ce qu'elles vivent aussi moins bien. Et en l'occurrence, on parlait tout à l'heure
de déprime, de dépression, simplement d'incompréhension, d'avoir pu supporter à ce point des situations qui étaient complexes. Je ne vous ferai pas un chapitre très long sur la vie à la rue. Néanmoins, il est quand même intéressant d'observer que quand on est à la rue, on est quand même un peu déshumanisé. Ce que je veux dire, c'est que l'absence de regard de l'autre sur soi, finalement, enlève au fur et à mesure de l'humanité chez les personnes qui sont à la rue. Rien que ça, c'est un élément qui convient de pouvoir accompagner quand on est de nouveau sur un parcours d'accompagnement et d'inclusion. Voilà, c'est la petite parenthèse, mais qui me paraît importante si on parle des personnes qui sont à la rue. Toujours est-il que sur les chantiers d'insertion, ce qu'on a pu observer, c'est qu'effectivement, les personnes ne vont pas forcément bien parce qu'elles ont signé un contrat de travail. Ce qu'on observait aussi, c'est que les encadrants techniques sont très dépourvus par rapport à cette approche des souffrances psychiques, voire des pathologies psychiatriques, que les conseillers en insertion professionnelle, pareil, dans leur cœur de métier, bah voilà, ils n'ont pas forcément appris ou ils ne sont pas forcément à l'aise avec le fait de recevoir des personnes qui vont exprimer à un moment des souffrances psychiques, voire encore une fois des pathologies psychiatriques. Euh, Partant de ces constats-là, partant aussi de la difficulté qu'ont les personnes, au-delà de pouvoir exprimer leurs souffrances, à trouver des relais dans les dispositifs de droit commun, on s'est dit que vraisemblablement, il fallait pouvoir à la fois faciliter l'expression des besoins et des souffrances, en faciliter l'accueil sur les chantiers d'insertion et également faciliter la mise en lien avec les dispositifs de droit commun. Je parle notamment ici de la santé mentale publique, donc en l'occurrence des CMP, des hôpitaux parfois, mais aussi, quand c'est possible, des cabinets de psy en libéral, mais aussi d'associations de psy qu'on a la chance parfois d'avoir sur nos territoires. On a donc d'abord dans un premier temps, je vous fais un peu l'histoire quand même, on a dans un premier temps avec le collectif de chantier d'insertion sur la métropole lilloise, on a répondu à un appel à projet de l'Agence régionale santé, voilà, pour pouvoir se faire financer un poste de psychologue. Euh, alors, le contenu, je pense qu'il était formidable, sauf que la réponse a été négative. Alors, des CHRS ont eu des réponses positives, des centres d'hébergement ont eu des réponses positives s'agissant de ce type de financement. Je crois que ça raconte en fait quand même quelque chose de l'image qu'on peut avoir des chantiers d'insertion. C'est-à-dire que c'est un lieu de travail, voilà, point, et ce n'est pas un lieu d'accompagnement social. Or, ce qu'on défend, c'est que c'est aussi et d'abord un lieu d'accompagnement social. On a donc obtenu un financement dans le cadre du plan pauvreté qui nous a permis, depuis bientôt 2 ans, d'installer un poste de psychologue sur l'ensemble des 7 chantiers d'insertion qui entrent dans le programme Convergence. Les missions de la psychologue elles sont particulières hein, puisqu'il n'est pas question de faire de la psychothérapie. Il est question, dans un premier temps, d'installer un espace de parole, d'élaboration pour les personnes qui sont en parcours, de pouvoir, sur 3, 4, 5, peut-être entretiens, pouvoir simplement poser des mots sur ce qu'elles vivent, ce qu'elles ressentent, ce qu'elles ont vécu. Cette première phase d'élaboration, elle nous apparaissait importante parce qu'à partir du moment où on arrive à poser des mots, on peut peut-être imaginer une suite possible à l'expression de ce mal-être ou de cette souffrance. Ça, c'est un premier champ d'intervention. Et puis tout à l'heure, je disais que les permanents, les encadrants techniques, les CIP sont peu à l'aise ou n'ont pas eu finalement de formation qui permettent, un, de repérer qu'une personne ne va pas bien, deux, de savoir quoi en faire, un peu ce qu'expliquait tout à l'heure l'association Orspéré Sandara, et de pouvoir finalement être plus à l'aise avec le fait de pouvoir dire à une personne accompagnée que bah oui, on a bien conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien et que peut-être on peut proposer une orientation vers la collègue psychologue. Donc il y a à la fois cet accueil et cette installation d'un espace de parole pour les personnes accompagnées, mais aussi la sensibilisation et de l'information des salariés permanents sur les questions de souffrance et de pathologie psychiatrique. Je parle de pathologie psychiatrique notamment parce que sur les 339 personnes accompagnées en file active sur les ACI hein, de Convergence, on est de manière très, très stable entre 30 et 40% de personnes qui présentent un état de souffrance, voire de pathologie psychiatrique.
Ce sont les mêmes chiffres qu'on peut observer sur les centres d'hébergement ou sur les accueils de jour, qui accueillent donc en journée les personnes qui sont sans hébergement. Donc ça, c'est un élément qui est quand même important à mettre en lumière. Euh, Si on revient sur le rôle de la psychologue, en fait, on a permis finalement sur ces quasi 2 années d'installation de poste, on a autorisé les personnes à exprimer qu'elles n'allaient pas bien. Donc, c'est un premier élément important. On était évidemment à peu près certain que on arriverait à cette, enfin sans prétention, hein, qu'on arriverait au moins à permettre l'expression de ce mal-être. Donc ça, c'était un premier élément important. La deuxième chose, c'est qu'on a autorisé aussi les permanents à pouvoir échanger autour de ça avec les personnes accompagnées, se sentir un peu à l'aise et pouvoir savoir en faire quelque chose, ce qui est également un élément pour nous assez important. Alors là où le bas blesse, vraisemblablement, c'est sur la capacité des dispositifs de droit commun à pouvoir être assez réactifs sur la nécessité d'engager un travail à moyen terme, à long terme, avec des personnes qui sont en souffrance. Et là, aujourd'hui, effectivement, le gros travail qui nous reste à conforter, c'est le travail de partenariat avec notamment les CMP, mais aussi les services hospitaliers, sur cette question de la prise en charge des personnes qui sont en parcours en chantier d'insertion. C'est un gros travail parce que je crois qu'il y a en tout cas des représentations de part et d'autre. C'est-à-dire que il apparaît dans les échanges qu'on peut avoir avec les CMP notamment que il y a une méconnaissance des publics de la réalité des publics qui sont en chantier d'insertion. Encore une fois, on a affaire à des salariés et pas à des personnes en parcours, du point de vue en tout cas du secteur psychiatrique, et que, finalement, il y aurait pas de souffrance liée au parcours. Donc ça, c'est un travail qu'on mène avec les CNP et qui, j'espère, portera ses fruits, c'est-à-dire regarder autrement les personnes qui sont en chantier d'insertion. Et puis évidemment, l'image que peut avoir la santé mentale auprès des personnes accompagnées est parfois un peu compliquée, parce qu'il y a un vécu un peu douloureux parfois, parce qu'il y a une représentation des CMP et du secteur hospitalier liée à la folie. Et ça aussi, c'est un travail que notre psychologue mène auprès des publics. Voilà. Et puis après, s'agissant des personnes qui présentent des pathologies psychiatriques, supposées en tout cas, aussi, effectivement, on accompagne également des personnes qui sont, je dirais, en fugue psychiatrique, ou en tout cas qui ont arrêté de se rendre au rendez-vous et donc de prendre parfois leur traitement. Et donc, c'est vrai que euh, l'ACI et les programmes Convergence et Premières Heures permettent aussi d'accueillir ces personnes qui sont en rupture avec le soin psy. Donc ça, c'est intéressant parce que enlever des critères d'accueil en ACI, forcément, ouvre la porte aux personnes qui n'y accédaient plus. Et parmi ces personnes qui n'y accédaient plus, il y a effectivement une partie du public schizophrène, nous en avons eu quelques-uns, stabilisés ou pas, voilà. Et donc ça, en tout cas, ces programmes permettent au moins une remise en lien entre les personnes et le secteur de la santé mentale. Voilà, donc c'est une expérience qui aura 2 ans en avril 2024. On est sur un financement qui ne sera pas reconduit puisque c'est une expérimentation dans le cadre du plan pauvreté que le plan pauvreté se termine pour laisser place au pacte des solidarités. Tout l'enjeu réside dans le fait de pouvoir mieux travailler avec l'Agence régionale de santé pour pouvoir avoir un financement qui permette de continuer de maintenir ce poste de psychologue qui répond à des besoins qui existaient, mais qui étaient sans réponse. Aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir vraiment proposer des modalités d'apaisement au sein du chantier, mais également des modalités d'apaisement et puis finalement une certaine restauration en utilisant les partenaires des dispositifs de droit commun. Et en fait,
le poste de psychologue n'est qu'une partie finalement du travail qui est fait autour de la santé au sein des chantiers d'insertion. La santé, c'est effectivement une responsabilité de l'employeur et je rejoins complètement Édouard Missonnier sur cette approche. Mais la santé, ça fait aussi partie des droits fondamentaux comme le logement, comme la parentalité, comme par exemple l'accès au titre de séjour. Et je crois vraiment que ce qui est intéressant, en tout cas, de rappeler euh, dans les IAE, mais spécifiquement dans les ACI, c'est que il ne peut pas y avoir d'inclusion durable dans la société si on ne traite que la question du travail. Et ce que vient révéler, en tout cas, ce que vient confirmer la création de ce poste de psychologue, c'est que l'équilibre des personnes, il tient à l'absence de rupture dans le parcours. Et ce qu'on essaye humblement de faire, en tout cas sur les programmes Convergence et PHC, et je sais qu'il y a des collègues de Lyon qui sont là ce matin, ce qu'on essaye humblement de faire, en tout cas, c'est de pouvoir créer de la suture tout au long de l'accompagnement. Et cette suture, elle est notamment essentielle sur la santé mentale. Ce qu'on observe, en tout cas, sur les publics qui fréquentent les chantiers d'insertion, et qui sont souvent les publics qu'on retrouve en accueil de jour et en hébergement d'urgence ou d'insertion, eh bien, c'est qu'il y a un vécu de rupture, je le disais tout à l'heure, mais notamment de rupture avec la santé mentale. Et je n'ai pas d'avis sur, sur la politique de la psychiatrie en France. Enfin, je ne suis pas équipé pour donner mon avis, en tout cas, sur ce sujet, mais ce que je peux observer, c'est que, il y a une vraie difficulté de maintien du lien entre les personnes accompagnées et les dispositifs de santé mentale. C'est le constat que je fais et je trouve que la suture, elle est essentielle, en tout cas dans l'accompagnement qu'on propose. Et elle est notamment essentielle quand on reste sur une approche globale. Et encore une fois, les chantiers d'insertion sont un projet social. Voilà, je suis parti un peu dans tous les sens, hein, je suis désolé, mais voilà. Pas du tout. Je pense que tout ça reste très cohérent et très intéressant et ça fait sens. Enfin, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses. Il y avait des questions, mais sur est-ce que c'est le rôle des ASP? Enfin, mais après, j'ai envie de dire, et je pense que tes réponses, c'est bah, ça appartient à chaque structure aussi d'avoir son projet de structure, son Ouais. projet social, de se poser autour. Et je trouve que ça avait bien écho même l'intervention d'Edouard Missionnet au début, où Mm. pareil, tu ramener à la structure le projet. Évidemment, les enjeux, mais peut-être qu'on y reviendra à la fin si on a un peu de temps, de moyens, de temps. Ça fait évidemment, bien sûr, écho, nous, à la face, à tout le plaidoyer, enfin notre rôle hein, de représentation, pour dire aussi Convergence, partenaire plus que privilégié. Hein, face, on est membre fondateur aussi Oui. de Convergence France qui déploie, donc on soutient évidemment énormément. Et puis dès qu'il s'agit d'aller vers un public plus éloigné, voire exclu, et tu l'as dit, c'est important, même de l'IAE. Et on sent, il ne s'agit pas de jeter la pierre aux SIE, aux SI, mais qui elles-mêmes ont des pressions Mm. justement aussi de modèles économiques et de plus en plus compliqués et qui peuvent amener effectivement à avoir des niveaux de prérequis, de sélection. Et voilà, on fait tout pour éviter ça ou en tout cas faciliter l'accès à l'IAE des personnes qui n'y ont pas forcément accès. Donc un enjeu fort, un enjeu de moyens humains, de moyens financiers sur lequel on travaille beaucoup, on est très mobilisé. Mm. Ouais, mais c'était une parenthèse, mais important peut-être. Je trouve que l'enchaînement se faisait plutôt Attends, bien. juste peut-être du coup Oui, préciser quand même que quand on parle de moyens, évidemment qu'on ne demande pas aux CIP, aux accompagnants sur les chantiers de tout régler et de tout aborder. C'est justement pour ça qu'on met à disposition des chargés de partenariat qui viennent en soutien des CIP, des encadrants techniques sur les questions relatives aux droits fondamentaux. J'insiste vraiment sur la santé, le logement notamment. C'est important effectivement de travailler en collectif, de travailler en partenariat. Il n'est pas question que les CIP deviennent des super, ou les accompagnants deviennent des super éduques, médecins, infirmiers qui seraient capables de tout. Non, l'objectif, c'est de réinscrire vraiment à chaque fois les personnes dans les dispositifs de droit commun. Et c'est d'équiper, de développer les réseaux de partenaires qui permettent de proposer des réponses que les CIP ou les encadrants pourront ensuite proposer aux salariés en parcours. Mais encore une fois, c'est un travail d'équipe et c'est un travail collaboratif. Voilà. Et c'est la complémentarité et la conjugalité des différentes compétences qui fait que
on est en capacité de proposer un accompagnement social global. Voilà, c'est juste pour terminer. Merci. Et oui, effectivement, très, très important comme précision. Ben, je vois que Jean-Marc veut intervenir. Peut-être laisse Oui, intervenir et puis alors, on bonjour à continuera. tous et à toutes. J'ai eu du retard parce que j'étais confronté à un problème technique à mon domicile. Donc, j'ai dû intégrer le siège de la fédération. Donc, excusez-moi du retard. Et ce qu'il y a, bon, on va faire un peu les choses à l'envers. C'est que Colline a ouvert et moi qui devais ouvrir, ben, on va finir ça avec la fin de cette rencontre. Moi, je suis particulièrement intéressé par l'intervention de Sébastien Cavie. C'est vrai que j'avais entendu il y a 2 ans les expériences faites par Convergence à Nantes. Donc ma première réaction, ça avait été de dire à Charline de se rapprocher de Nantes. Bon, c'est pas Nantes, c'est Lille, mais enfin de toute manière, c'est la même expérience. Et dans cette expérience, ce qui me semble particulièrement pertinent, et Sébastien l'a dit, c'est le recrutement de psychologues. Alors, je suis désagréablement surpris que l'ARS ait donné une fin de non-recevoir. Néanmoins, les responsables d'associations savent faire de l'équilibriste et ils sont tournés vers un autre projet pour avoir un psychologue ou une psychologue. Et je trouve que Sébastien m'a laissé un petit peu sur ma faim concernant la place des psychologues, c'est-à-dire quelle est sa pratique sociale ou sa pratique clinique. Est-ce qu'il fait comme on le fait souvent dans une reproduction, le bureau, ou est-ce que c'est avec un café? Est-ce que c'est au cours d'une démarche, enfin, d'une marche dans le cadre du chantier? Je pose la question parce que j'ai la réponse, hein. Mais c'est par rapport justement à toutes les personnes qui ont pu s'inscrire à ce webinaire. Ça, c'est ma première question pour Sébastien Cavite. Et la seconde, étant donné la pertinence, et c'est en même temps à Colline, étant donné la pertinence de ces chantiers, ne serait-il pas pertinent de se tourner vers les universités pour mettre un programme de recherche adossé à ces projets de convergence? Car on sait très bien, et on l'a vu avec un chez soi d'abord, c'est parce qu'il y avait un projet recherche qui était adossé à l'expérience que lors de l'évaluation, ça a été particulièrement personne est venu contester les résultats et ça a permis à ce programme chez soi d'abord d'un peu essaimer. Ne serait-il pas possible, donc c'est toujours à Sébastien Cavite et à la chargée de mission Colline que je pose la question, d'envisager, si ça ne l'a pas été, un rapprochement soit avec l'université de Lille, soit l'université de Nantes, enfin il y a suffisamment d'universités maintenant, pour leur vendre le projet, car je sais aussi que sur le plan universitaire, certains laboratoires ou UFR sont en demande de rentrer dans des processus de recherche. Bon, j'en arrête là. Merci pour vos réponses. Merci Vous Jean-Marc-Antoine partagez. pour au moins la première question parce que je suis allé tellement vite qu'effectivement, j'ai oublié de parler de la particularité de l'approche de notre psychologue que j'excuse, elle devait être présente et elle est malheureusement malade, donc elle ne pouvait assurer la présentation. Je vais essayer d'être fidèle à ce qu'elle met en place, hein. Alors, on n'est pas sur une pratique du bureau en tant que telle. L'objectif, c'est d'être sur, en tout cas, une approche un peu anodine et elle va sur les activités chantier, en fait, Caroline. D'abord, pour démystifier la fonction de psychologue et puis surtout pour être en lien direct et utiliser le support de l'activité, parfois, pour simplement créer le lien. Et c'est sans doute le prix à payer pour effectivement démystifier la fonction, mais aussi pour pouvoir aborder dans une discussion, effectivement, ça peut être autour d'un café, mais c'est souvent sur l'activité en tant que telle que ça démarre pour ensuite pouvoir s'isoler et être dans un lieu qui permette un peu plus finalement d'intimité ou en tout cas d'expression de soi, quoi. Mais c'est d'abord effectivement cette pratique terrain qui va être privilégiée parce que c'est la plus simple en fait. C'est la plus neutre, c'est la plus anodine, mais c'est la plus essentielle en fait. Et puis encore une fois, c'est proposer autre chose. C'est-à-dire que ce soit la pratique éducative, un entretien individuel ou la pratique psy, on est effectivement d'emblée dans un bureau, etc. Là, l'objectif, c'est de se décaler encore une fois et de proposer quelque chose d'autre que ce que les personnes connaissent parfois depuis très longtemps. Depuis très longtemps.
Juste un petit rappel, je vais faire le vieil éduc, mais c'est pas grave, mais euh, en fait, les personnes qui sont à la rue aujourd'hui, mais il y a 20 ans, c'était déjà ça, sont souvent des personnes qui ont connu la protection de l'enfance et qui, depuis parfois l'âge de 5, 6 ans, connaissent le travail social et connaissent le travail des psys. Et en fait, si on ne propose pas une nouvelle manière d'approcher et d'aborder les sujets, eh ben, on se confronte finalement, on continue de confronter les personnes à des pratiques qu'elles ont vécues comme un échec. C'est-à-dire que ça fait 20 ans qu'on me reçoit dans un bureau, ça fait 20 ans que je suis toujours dans une situation qui ne me convient pas, pour plein de raisons. Alors, ayons cette petite créativité à proposer une autre manière d'aborder les sujets. Et, euh, et c'est plutôt très agréable également pour Caroline, notre psy, parce qu'elle est dans une pratique qui est très à côté de ce qu'elle a appris. Voilà. Ce qui n'est pas simple en même temps, parce que c'est son premier poste et qu'elle se confronte effectivement à une mise en insécurité la concernant, en tout cas, mais qu'elle fait plutôt très bien. Et puis la limite, en tout cas, sur la pratique, pour complètement répondre à la question, c'est que je disais tout à l'heure que l'objectif, c'est pas d'engager une psychothérapie. Et c'est bien la limite de l'exercice, c'est de pouvoir simplement faciliter l'expression d'une parole et de pouvoir simplement poser une réflexion, un petit diagnostic sur ce qui est dit. Et c'est ce diagnostic qui va permettre de dire, eh ben voilà, moi je pense que peut-être ça pourrait être intéressant. Et si vous voulez, on y va ensemble. D'aller, alors pas ensemble au rendez-vous, mais en tout cas faciliter le déplacement, de pouvoir aller au CMP ou à une association de psy sur l'île qui permet gratuitement d'avoir des séances d'accompagnement. Voilà. En tout cas, c'est, encore une fois, c'est démystifier, faciliter et c'est finalement du aller vers, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Et le aller vers, Sébastien. c'est assez essentiel. Excusez-moi, je parle longtemps. Non, il n'y a Désolé. pas de souci. Je suis un Merci grand bavard. beaucoup. Justement, en plus, ça permet vraiment de poursuivre et de finir par la dernière intervention par Vanessa Biwi, donc qui va présenter justement un lieu que ce soit le secteur de l'IAE et le secteur santé mentale et tout autre secteur de s'en saisir et de se rencontrer. Donc, ce sont les projets territoriaux de santé mentale. Donc, ils ne règlent pas la question de la difficulté du secteur lié à la démographie médicale ou en tout cas de l'organisation de la psychiatrie française, mais déjà de se rencontrer et de pouvoir euh, discuter, échanger Mm. d'interconnaissances. Donc, Mm. je passe à vous, Vanessa. Oui, combien de temps j'ai pour intervenir? Euh, Euh, un peu moins de 10 minutes. Mm. Il y aura D'accord. peut-être, et les problématiques, ça va être au niveau des échanges, mais l'objectif de webinaire, hein, c'était pas aujourd'hui de répondre à toutes les questions, à toutes les problématiques, mais justement de voir comment la fédération, les acteurs de la solidarité peut également prendre suite à ce sujet, également avec les Mm. fédérations en région, comme a pu rappeler Colline. Donc vous avez vos 10 minutes et nous, on s'adaptera pour la conclusion. D'accord. J'avais préparé un PowerPoint, mais je pense que je ne vais pas l'utiliser. Non, d'accord. Euh, On pourra le Sébastien diffuser. a en effet introduit plutôt bien la partie aller vers. Alors, aller vers, c'est aussi nous, partenaires qui travaillons dans le champ de l'insertion professionnelle, du sanitaire et du médico-social, qui pouvons travailler conjointement et se réunir dans des espaces où on va travailler collectivement pour sensibiliser à la question de la santé mentale. Et le projet territorial de santé mentale est l'un des espaces que nous pouvons solliciter pour avoir une meilleure visibilité des offres de services de nos partenaires et renforcer aussi la précocité des orientations des personnes que nous accompagnons. Le projet territorial de santé mentale, alors à l'origine, c'est la loi de la modernisation sociale
du système de santé de 2016 qui a impulsé cette démarche qui existe dans tous les départements. Dans le département 44, c'est Héloïse Breton-Guimard qui est la coordinatrice. Moi, je ne travaille pas je ne suis pas salariée du PTSM, je suis partenaire, je travaille à la DAPI. Ce matin, Héloïse intervenait sur pilotait l'un des groupes de travail, je vais vous les présenter. Ce groupe réalise un séminaire aujourd'hui sur le psychotraumatisme et donc elle m'a demandé d'intervenir pour vous présenter rapidement le PTSM. Sur le 44, à l'origine, il y a eu l'intervention d'un sociologue qui a travaillé, a observé en fait les axes de travail sur le 44, tels que un important taux de suicide, tels que la nécessité de sensibiliser les employeurs sur la question de la santé mentale, tels que l'importance de travailler sur le logement inclusif. Et donc, à partir de ces observations, il y a eu une feuille de route qui a été élaborée. À partir de cette feuille de route, des groupes de travail ont été constitués, groupes de travail constitués de partenaires, comme l'ADAPI par exemple, mais ça peut être aussi l'UNAFAM, les services de santé au travail, bref, et qui se réunissent plusieurs fois par an, parfois plusieurs fois par mois même, pour travailler sur des actions qui pourraient être intéressantes pour déstigmatiser la question de la santé mentale et du trouble psychique en particulier. Alors, moi, je pilote l'un des groupes de travail. Sur le 44, il y en a 3. L'un qui porte sur le psychotraumatisme, l'autre sur l'habitat inclusif et le mien qui porte sur l'entreprise. Et donc, dans mon groupe de travail, nous sommes une dizaine à travailler à l'organisation d'un séminaire, notamment, qui s'est tenu le mois dernier, pour essayer de sensibiliser les employeurs et notamment les SIAE, tout type d'employeurs, sur les questions des troubles psychiques et de la santé mentale plus généralement. Nous avons eu 250 participants quand même à ce séminaire, avec 60 employeurs. Donc, on était très contents parce que c'est bien mieux que l'année dernière. Et donc, nous avons proposé un programme sur une journée où on a expliqué les offres de services existants, la pérédance aussi. On a eu un programme assez riche pour permettre aux employeurs aussi de se familiariser avec la question des troubles psychiques et de la santé mentale. Et puis, saisir aussi les outils qu'ils pourraient utiliser parce que, en effet, ils sont responsables de la santé mentale de leurs salariés, mais encore faut-il qu'ils soient outillés, qu'on mette à leur disposition tous les outils que le médico-social, le sanitaire, l'insertion professionnelle peut leur proposer. Et donc, voilà l'objectif. Alors, l'une des actions aussi qui est développée par le PTSM du 44, c'est de sensibiliser les employeurs sur 2 journées. Donc, c'est le PSSM dont on parlait tout à l'heure. Donc, l'un des objectifs que nous avons, c'est de pouvoir constituer des groupes avec uniquement des employeurs afin d'être sensibilisés sur les questions de santé mentale. Voilà ce que je peux dire rapidement parce que je préfère répondre aux questions. Et sans le PowerPoint, ça n'est peut-être pas très structuré, mais je pense avoir donné l'idée générale. Complètement. Merci beaucoup, Vanessa. Est-ce qu'il y a des réactions? Donc, c'était plus par rapport à l'intervention précédente. Ah oui, Alors, je vais juste rajouter, Oui, j'ai peut-être allez-y. oublié de le dire, que le PTSM, c'est financé par l'Agence régionale de santé.
que en effet, c'est intéressant parce que il permet de dépsychiatriser la santé mentale, il permet de faire des propositions aux partenaires institutionnels aussi, de choisir sa propre gouvernance. C'est vrai que c'est important de prendre la réalité de chaque territoire. C'est pour ça que je vous encourage vivement à prendre contact avec la personne qui coordonne le PTSM dans vos départements, parce que c'est une occasion quand même qui est enfin, de travailler dans une démocratie sanitaire. Donc, je crois faut profiter de ça. Voilà. Merci beaucoup, Vanessa. Donc, on vous communiquera les liens, les ressources qui peuvent être donc intéressantes et également d'autres structurations telles que les projets territoriaux sont au niveau départementaux et au niveau un peu plus local, il y a également les conseils locaux de santé mentale qui peuvent également se saisir de la question de l'insertion par l'emploi et l'activité économique. Je me Donc, permets, il y avait une question là sur Pardon. savoir si les SIAE étaient représentés dans les PTSM. Ça pourrait, parce que c'est vrai que là, c'est la deuxième année que nous nous réunissons sur mon groupe, hein, je parle de mon groupe, on envisage d'élargir le réseau des partenaires. Ça pourrait, en tout cas, ils sont présents, ils étaient présents à notre séminaire dans le 44. Ça les concerne, en effet. Donc c'est ouvert en tout cas pour la question, parce que enfin, c'est important sur du concret, donc SIAE, ne vous privez pas de rentrer en contact avec Mm. les projets Mm. territoriaux santé mentale. Oui, parce que même si on a un bon tissu partenarial, il n'empêche qu'il faut quand même pouvoir se réunir régulièrement hein, pour avoir accès aux nouvelles offres de services. Il y a beaucoup de choses qui émergent et donc pour avoir un accompagnement pertinent, il faut pouvoir voilà, être curieux aussi de ce que font les autres partenaires. Complètement, et comme l'indiquait Vanessa, hein, les PTSM et également les CLSM choisissent en tout cas les sujets qu'ils ont pu soit par un diagnostic, soit justement par les remontées, les problématiques et les besoins des acteurs d'un territoire, soit répondre par un groupe de travail ou toute autre action, ou en tout cas d'apporter un des premiers éléments de réponse. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment avec les personnes également qui sont concernées par la santé mentale. Donc merci. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de passer à la conclusion. Alors, je vois que pareil, il y a des questions Des sur les EBE, questions? donc les entreprises à but d'emploi, dans le cas des projets territoires zéro chômeur de longue durée, ils sont tels. Donc, en gros, sur les projets territoires, c'est assez ouvert. C'est ça, Donc, a priori, en tout cas, elles ne sont pas exclues. Ça exactement, dépend, ça dépend, je pense, de chaque département, hein. complètement. Nous, c'est vrai qu'on envisage d'ouvrir, mais parce que, enfin, voilà, ça fait partie du territoire. Mais comme je vous disais, un PTSM va être différent d'un département à un autre parce que le diagnostic à l'origine va être différent et puis le tissu partenarial aussi. Euh, En tout cas, l'employeur est vraiment associé à la démarche, hein. Quand on a organisé, par exemple, ce séminaire-là, en amont, on a sollicité des entreprises pour construire le programme de cette journée. Ce sont des partenaires. Mm. Très bien. Effectivement, pour savoir si au niveau de vos PTSM de vos territoires, donc vous pouvez contacter l'ARS, les délégations de votre département, parce que du coup, ce sont les ARS qui sont également qui suivent le déploiement de ces projets-là. Donc, elles pourront vous orienter vers les coordinateurs et coordinatrices. Euh, Merci beaucoup. Peut-être, je me permets quelques éléments, puis Jean-Marc, je vous laisserai conclure. En réponse, merci à toutes les interventions. Moi, j'espère pas trop frustrant. C'est vrai qu'on avait pris un peu de retard, mais voilà, en tout cas, c'était je trouve, quand même très, très riche et complémentaire. C'était l'idée, mais voilà, j'ai l'impression que c'est quand même intéressant d'avoir tous ces points de vue. Peut-être en réponse à quelques éléments. Donc, on l'aurait dit, hein, il y aura un replay. On va capitaliser là un peu tous les éléments qui ont pu être présentés. Et toutes les ressources, que ce soit voilà, même support compilé, et, voilà, les différents là, dispositifs autres ont pu être
ont pu être présentées. Donc, tout ça sera transmis, diffusé sur notre site internet. Peut-être réponse rapidement. Je vois, il y a beaucoup, beaucoup de questions, effectivement, autour de Convergence, enfin, le programme Convergence, premières heures. Donc, merci, Sébastien, mais beaucoup d'éléments, nous aussi. Peut-être en précision, et ça répondra aussi, Jean-Marc, sur les questions. Donc, je me suis dit, il y a des évaluations, donc il y a un comité scientifique. Pour rappel, en fait, Convergence France, hein, les programmes Convergence premières heures en chantier sont déployés dans le cadre pareil du plan pauvreté sur le dernier quinquennat. Ça fait partie des expérimentations au même titre que Sève Emploi, qui est porté par la FAS, ou aussi Tapage sur l'aspect médico-social. Donc, c'est des programmes qui sont encore dans un cadre expérimental, déployés, donc financés État, qui ont vocation, d'ici la fin de l'année prochaine, 2025, à rentrer dans le droit commun, en tout cas à sortir du cadre expérimental. Donc, ça soulève évidemment beaucoup d'enjeux et de questions sur lesquels on travaille, quand enfin, l'ensemble des acteurs de l'IAE, et voilà, et avec l'État, les programmes, et ça a cette vocation-là. Donc, effectivement, répond en partie, mais il y a tous ces enjeux-là d'intégrer dans le droit commun, c'est-à-dire que voilà, là pour Convergence, que les ACI puissent avoir cet accompagnement renforcé par rapport au public. Par exemple, donc gros enjeux à venir. Un point quand même, parce que ça ressortait sur les enjeux de financement. Et c'est vrai que voilà, quand on est dans l'IAE, bah, quand on va demander des financements à l'ARS, souvent on nous renvoie vers la DRETS en disant non, c'est pas de la santé, c'est de l'emploi. Et puis la DRETS dit non, c'est pas de l'emploi, c'est de la santé. Enfin, je pense pour des actions spécifiques. Donc c'est un vrai sujet. Et là, vraiment, je trouve depuis un an, et en lien avec les collègues hein, des fédérations, des FAS régionales qui mettent aussi en place pas mal d'actions, ça se débloque un peu. Enfin, il y a une tendance quand même là à se débloquer, à arriver de capter plus facilement de financement côté ARS pour des actions santé qui seraient en IAE. Alors, peut-être plus aussi sur le prisme addiction, qui est aussi un autre élément, et je pense qu'on y reviendra dans un autre temps. Mais voilà, c'est des choses, j'ai l'impression, qui sont quand même en train de bouger, mais en tout cas, il y a un gros enjeu au niveau national, et voilà, de ma place enfin, au niveau face national, en tout cas dans l'IAE par rapport à la santé, mais pas que, de décloisonner les ministères aussi et d'être dans une logique voilà, beaucoup plus interministérielle sur les politiques publiques et les financements qui vont avec. Voilà, c'est pas nouveau, mais là, je trouve que ça illustre bien. Il y a effectivement au niveau local, mais c'est aussi important à l'échelle nationale de pouvoir décloisonner et débloquer pour répondre et tout ce que je crois que c'était très transverse dans ce qui a été dit, ces enjeux d'accompagnement global, d'accompagnement social et professionnel, qui effectivement, voilà, c'est pas l'ultime, on ne peut pas être exclusivement tourné sur la question par le travail, vers le travail, mais c'est un tout, la santé évidemment, le logement, enfin, voilà, toute cette approche globale. Et pour ça, il faut qu'elle puisse, enfin, les acteurs, et ça le sait souvent, les assos sont très proactives, innovantes, pour mettre en place tout un tas de choses, d'actions, de projets, mais ça n'empêche pas, c'est quand même extrêmement important qu'au niveau des politiques publiques, ça soit aussi traduit et du coup aussi dans les financements qui vont avec pour pouvoir mettre ça en œuvre sereinement, parce que c'est vrai qu'on l'a vu au début, ça a pas mal été abordé du webinaire, les enjeux aussi de conditions de travail, de santé, des permanents. Voilà, les structures, c'est aussi des permanents, et on sait que l'IAE là-dessus est aussi en difficulté, comme l'ensemble du champ du travail social. Voilà, peut-être je m'arrête là, et puis Jean-Marc, si vous voulez conclure ce D'accord, webinaire. merci Merci. Colline. Dans un premier temps, je voudrais d'abord remercier Colline et puis Charline pour le montage de ce webinaire qui n'était pas évident. Et pour revenir un petit peu, ce webinaire, nous l'avions un petit peu pensé il y a près de 2 ans, suite au plaidoyer que nous avions élaboré dans le cadre des assises de la santé mentale et de la psychiatrie, puisqu'il fait partie des annexes. Et lorsque nous étions tournés vers tout ce qui était de l'ordre de l'IAE, beaucoup de professionnels disaient à ce moment-là à Hugo, qui était le chargé de mission, avaient quand même de graves difficultés vis-à-vis des personnes qui manifestaient soit des troubles, soit des difficultés de la santé mentale, pardon, soit des troubles des troubles psychiatriques, qui ne sont pas du tout les mêmes choses. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a essayé de réfléchir à ce que nous pourrions proposer pour l'ensemble des personnes intéressées, et plus particulièrement aux professionnels de l'IAE. Autant dire que une fédération comme la nôtre, elle doit répondre en priorité aux besoins des publics, bien évidemment, mais on ne peut pas répondre en priorité aux besoins des publics si on ne prend pas en considération les besoins des professionnels.
Donc ça, c'est une ligne rouge, une ligne de crête à laquelle nous tenons beaucoup. Un GAN, qu'est-ce que c'est? Donc, un groupe d'appui national. Moi, je parlais santé, mais des GAN au niveau de la fédération, il doit y en avoir à peu près une quinzaine. Et en ce qui concerne la santé, nous produisons beaucoup. Nous avons produit il y a 6 ans un guide santé, et je dis bien santé. Il n'est pas question dans ce guide de maladie. La maladie, c'est pas la santé. Et la santé, c'est toutes les politiques de prévention. Et nous avons pris comme référence tout ce qui concerne les déterminants santé en santé publique. Donc, je vous encourage de vous y référer. On les trouve sur Internet, donc je ne veux pas vous les lister parce qu'il y a plusieurs catégories et ça serait fastidieux après 2 heures de webinaire. Mais vous pouvez vous rendre sur Internet en mettant les déterminants santé en santé publique et vous les aurez tous. Et vous ne verrez aucune pathologie. Voilà. Donc la santé, c'est bien tout ce qui est de l'ordre de la prévention. Et c'est la raison pour laquelle je suis un petit peu étonné depuis 1 an et demi de voir que nous avons un ministre de la Santé et de la Prévention. Moi, ou alors il était un ministre des maladies, mais s'il est ministre de la Santé, il prend en considération tout ce qui est de l'ordre de la prévention. En ce qui concerne les plaidoyers, donc nous avons fait ce plaidoyer santé mentale il y a 2 ans. L'année dernière, nous avons fait un plaidoyer vieillissement et pour cette année, il va sortir le 19 décembre prochain, le jour où notre organisation avec la Fédération Addiction organise une journée, un plaidoyer addiction. Donc, nous produisons beaucoup. Je ne sais si vous êtes nombreux à être dans une association adhérente à la fédération. Mais parfois, nous sommes quand même interrogatifs au niveau de notre GAN, qui est constitué à peu près d'une vingtaine de personnes, dont 4 personnes accompagnées, parce que s'il n'y a pas de personnes accompagnées, ce n'est pas la peine d'avoir un GAN, qui plus est un GAN santé. Nous nous interrogeons de savoir comment les travaux que nous pouvons produire, qui bien souvent sont demandés par le conseil d'administration, ou de toute manière, si c'est un plaidoyer, il est validé par le conseil d'administration. Un GAN, ce n'est pas un électron libre, c'est un groupe qui est au service du conseil d'administration ou du bureau, peu importe, enfin, il est au service de l'exécutif. Et quand il y a, comme il y a eu il y a 2 ans, des remontées vis-à-vis des professionnels de l'IAE de dire mais nous sommes mal pris lorsque nous sommes confrontés à des personnes qui ont des troubles de la santé mentale ou des symptomatologies psychiatriques. Nous avons fait remonter ça au conseil d'administration pour que nous puissions réfléchir autour de cette thématique-là et c'est aujourd'hui ce webinaire. Donc, je vous invite à regarder nos publications, pas pour notre narcissisme, mais c'est quand même des références. Et ils sont aussi référencés dans certains organismes maintenant comme la Haute Autorité de Santé. Voilà, donc je vous le glisse. Ce que je retiens de ce webinaire, et je m'excuse de mon retard, mais je le répète quand même, j'étais à mon domicile et ce matin, quand on a voulu monter avec Zoom, moi je n'y parvenais pas. Et c'est pour cette raison que j'ai dit à Charline, écoute, je vais prendre mon vélo, je suis à un quart d'heure de la fédération et je vais aller directement en national pour pouvoir participer à ce webinaire. Malheureusement, je n'ai pas pu entendre le premier intervenant, je le regrette, enfin, qu'il m'excuse et il en comprendra les raisons. En ce qui concerne Osper, qu'on connaît bien, et je trouve que ce service, on l'a connu quand il y avait encore Furtos, donc ça ne date pas d'hier. Je le trouve toujours très pertinent. Il a aussi une revue qui s'appelle Rhizome. Je vous encourage tous à vous y abonner. C'est gratuit, c'est maintenant dématérialisé, donc vous pouvez l'avoir comme vous voulez. Je trouve que ce qu'ils offrent, c'est particulièrement pertinent par rapport au public que nous essayons de prendre en compte. Je dis bien que nous essayons parce que nous n'y parvenons pas toujours, mais nous faisons de notre mieux. L'humain a aussi des résistances au changement, donc il faut savoir composer avec ça. Donc je remercie Osper de la prestation qu'ils ont donnée tout à l'heure. Pour Sébastien Cavit, donc on a échangé, mais je suis resté sur ma faim par rapport à l'offre en direction des universités. Peut-être que je suis un vieux qui s'accroche, mais je pense qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas une recherche universitaire, il est bien difficile de pouvoir mettre en avant le bien fondé de ce que l'on peut affirmer. On nous dit oui, c'est encore l'air du temps ou des angoisses existentielles des travailleurs sociaux, ils ont biaisé, etc., leur recherche. Si c'est une recherche universitaire, il y a un protocole, allez comme ça, il est comme ça, il est comme ça, et on l'a bien vu avec un chez soi. C'est pour ça que j'insiste et je renvoie donc les groupes convergence ou l'ensemble de l'insertion par l'activité économique
vers Colline et dire est-ce qu'on ne pourrait pas ensemble monter quelque chose par une approche universitaire pour que ce travail puisse donner lieu à des publications scientifiques. Ça, je rappelle que ça se fait dans d'autres pays. Dans le monde anglo-saxon est particulièrement friand de cela. Nous, on est un petit peu à la traîne. J'ai beaucoup apprécié aussi ce qui avait été dit sur les psychotraumatismes. Je crois qu'on ne l'apprécie pas toujours suffisamment avec le public qu'on a. On oublie peut-être que ces psychotraumatismes peuvent générer quelques désorientations temporospatiales. Il n'y a pas que ça, bien évidemment, hein, mais il y a aussi la dimension psychique. Mais je pense que le psychotrauma, il faut qu'on s'y engouffre pour être plus à même de l'utiliser dans certaines situations. Par rapport aux personnes qui ont, on va dire, des symptomatologies psychiatriques, ne jamais oublier que ces personnes ne sont pas que leurs symptômes. Ils sont avant tout des membres de la même communauté que nous. Ils ont la même physiologie, la même biologie. Ils n'ont peut-être pas toujours la même couleur de peau, mais ça, on s'en fout. Mais ils sont avant tout membres d'une communauté humaine. Et ils vivent avec des troubles. J'ai à peu près plus de 40 ans d'expérience. Moi, je ne peux pas vous dire ce qu'est un schizophrène. Si, je l'ai appris à l'université. Je ne peux pas vous dire ce que c'est une personne qui est bipolaire. Je l'ai appris à l'université. Par contre, ce que j'ai appris au cours de mon expérience professionnelle, c'est toutes des personnes comme cela qui vivent avec des troubles. Mais ils ne sauraient être que schizophrènes, ils ne sauraient être que bipolaires. Donc attention de ne pas enfermer le public qu'on prend en compte dans des symptômes. Autrement, on va le stigmatiser. Et il ne faut pas s'étonner qu'il refrène un peu des cas de fer pour parler un petit peu de sa souffrance psychique en disant qu'il l'a déjà fait, comme le disait Sébastien tout à l'heure, depuis l'âge de 4-5 ans, il faut qu'il rabâche un peu sa vie. Je me demande même parfois si la vie qu'il rabâche, c'est pas romancé. C'est une question. J'ai peut-être un petit peu ma réponse, mais enfin, la réponse, je ne sais pas vous en faire part dans le cadre de ce webinaire. Sur ce qui a été dit sur le PTSM, bravo. Ça montre bien la pertinence des PTSM et je rappelle quand même que la FAS a défendu les PTSM. Nous avons essayé d'y participer le plus possible avec des résistances de nos collègues de la psy, mais il y avait aussi des résistances à l'intérieur des associations à la fédération, puisqu'à un moment, on avait même envisagé avec Hugo de prendre notre bâton de pèlerin pour aller convaincre des bien-fondés de s'y associer. Moi, vous savez, je suis cash. Mon avenir, il est derrière moi et je m'autorise à dire avec mon âge ce que je pense. Voilà, c'est pris ou c'est bien pris ou mal pris, mais enfin, ça a au moins le mérite d'être clair. Et je vais terminer en cela, enfin, cette conclusion, pour remercier toutes les personnes qui ont manifesté un intérêt à ce webinaire. Et remercions les deux responsables de ce webinaire, j'insiste beaucoup. Et je vais dire que avec ce qui a été dit pour les PTSM, je trouve très bien les remarques qui ont été faites et les propositions. Il y a aussi, et Charline l'a dit, mais je vais insister lourdement parce que j'y crois beaucoup, ce sont les centres locaux de services, enfin, les centres locaux de santé mentale. Il y en a à peu près 280 en France. Ça oscille, hein. Bon, les derniers chiffres que j'ai eus par le CCOMS, c'est 283. Alors, est-ce qu'il y en a 290 aujourd'hui? J'en sais rien, mais enfin, disons, il faut y aller, il faut aller là. C'est là où on va rencontrer les partenaires du soin psychiatrique. C'est là où on peut amener aussi les nécessités de la prise en compte des difficultés psychiatriques qu'ont les personnes, aussi bien dans un chantier d'insertion que dans un appartement. Donc, allons-y. Si vous avez du mal à ouvrir les portes, faites appel à Charline, faites appel à moi et les portes s'ouvriront, puisque que ce soit Déborah Seban ou Fanny Pastan, nous les rencontrons, nous échangeons souvent avec elles, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Ne soyez pas frileux pour y aller. Et je dirais en même temps, et ce sera le dernier mot, intéressez-vous à la littératie santé. J'insiste bien, intéressez-vous à la littératie santé. Ça donne des possibilités d'accompagnement décentré. J'ai bien aimé tout à l'heure les psychologues, etc., l'approche décentrée avec convergence. Euh, la littératie santé, c'est s'intéresser aux symptômes qu'on peut avoir, c'est s'intéresser aux syndromes qu'on peut avoir, comment aller chercher les soins vis-à-vis de cela, et en même temps,
en les mettant dans le cadre de l'accompagnement psychosocial ou social, ça permet de mieux prendre en considération et d'aider le public qui peut ressentir des difficultés, mais qui a très peur parce que les troubles de santé mentale et les troubles psychiatriques font peur. Donc, prenons en considération ces peurs-là et essayons, au travers de nouvelles approches, de les aider à prendre en compte leurs besoins et à les accompagner. Je reprends un petit peu ce que dit Sébastien, c'est bien dans l'aller vers, c'est pas dans l'entretien, mais les accompagner dans la démarche. Et la démarche, on sait que ça peut durer plusieurs mois, plusieurs années. Il ne s'agit pas de faire du forcing, il s'agit surtout de respecter le rythme de chacun. Je vous remercie pour votre attention et peut-être à un prochain webinaire. Merci Colline, merci Charlie. Merci beaucoup et merci aux intervenants, intervenantes et l'ensemble des participants. Et puis, on publiera sur notre site, on vous a mis plein de références, on remettra tout ça en compilé.